Alors, bienvenue. Aujourd'hui, on va assister à une table ronde sur les enjeux migratoires. Et la question qui est posée, c'est sommes-nous bien informés? Et pour débuter cette table ronde, on s'est dit qu'on allait dynamiser un peu l'ambiance et on vous propose un quiz. Est-ce que vous êtes prêts à jouer? Ok, cool. Alors, par contre, je pense que... Donc, on va vous soumettre des questions. Est-ce que tout le monde voit bien l'écran? À peu près? Ok. On vous soumet des questions et les réponses sont en couleur. Donc il y a la couleur rose et la couleur jaune. C'est clair pour tout le monde? Allez, vous pouvez lever les panneaux, effectivement. Donc la première question, c'est quel est le pourcentage... Oula. Quel est le pourcentage d'étrangers et d'étrangères en France? Donc c'est des personnes qui n'ont pas la nationalité française. On a 8% en rose, 22% en jaune. Et c'est assez partagé. Ouais. Il y a quand même pas mal de roses. Ouais. Ok. Est-ce que vous voulez savoir la réponse? Ah mince. Et avant, non. Ah mais du coup, on n'a pas les réponses? Si, mais avant, mettons peut-être la deuxième question, comme ça on répondra aux deux directs. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, on vous pose d'abord une deuxième question, après on a la réponse. Donc la deuxième question, c'est quel est le pourcentage d'immigrés? Et donc il y a 10,7 en rose ou 25,3 en jaune. Peut-être qu'on peut expliquer rapidement ce que c'est que la différence entre une personne étrangère et un immigré? Ouais. Voilà, bah c'est partagé encore. Ouais, hein. ouais, ok, ouais. bah super. On va vous donner les réponses là maintenant. Merci déjà pour ce point. Donc Tania Rachaud qui est là, Merci Léa. qui va éclairer les réponses. Alors, effectivement, donc comme Léa commençait à le dire, la définition d'étranger et d'immigré, c'est pas la même chose. Concrètement, un étranger, c'est une personne qui est donc en France, mais qui n'a pas la nationalité française, alors qu'une personne immigrée est née dans un autre pays, réside en France et peut avoir ou pas la nationalité française. Par exemple, moi je suis née en Allemagne, j'avais la nationalité allemande, puis française, je vis en France, je suis donc immigrée, mais je ne suis pas étrangère parce que j'ai la nationalité française. Vous me suivez? Ouais. Donc il y a plus d'immigrés que d'étrangers, du coup, et effectivement, c'est 10,7 pour les immigrés et 8% pour les étrangers et les étrangères. Ça fait réagir, ok. On vous a mis les chiffres en millions, donc on est 68 millions en France, on vous rappelle. Et ici, vous voyez la distinction, alors ou pas, parce que je crois que c'est pas très très visible quand même de loin, bof. Ok. Bon, c'est pas grave. L'idée en tout cas, c'est de bien comprendre que y a une différence déjà entre les deux et que le pourcentage qu'on peut retenir, c'est donc 8% de personnes qui n'ont pas la nationalité française en France. Si on veut rentrer un tout petit peu dans le détail, on peut voir que il y a à peu près 1 million, un petit peu moins d'1 million de personnes immigrées, donc, qui proviennent du continent asiatique. À peu près 2 millions qui proviennent du continent européen, donc comme moi par exemple, et 3 millions qui proviennent du continent africain. Donc c'est comme ça que se répartissent à peu près les 10% d'immigrés. Et ce qui est intéressant évidemment, nous, et c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui sur la question d'être mieux informés, eh bien c'est que souvent, il y a une surreprésentation qui aboutit à une surperception des étrangers et des étrangères. Ça veut dire quoi? Eh bien, quand on demande aux Français, en moyenne, vous pensez qu'il y a combien d'étrangers et d'étrangères en France? Et ils disent, on pense qu'il y a à peu près 24%. C'est un sondage de 2023 qui le relève. Et donc, c'est une surestimation très large de plus de 15 points quand même entre la réalité et la perception. Et on verra peut-être tout au long de nos débats pourquoi aussi il y a cette surperception de la proportion des personnes étrangères. Allez, on continue. Alors, la question suivante, c'est, à votre avis, y a-t-il plus de femmes ou d'hommes? Enfin, immigrés, plutôt. Oui, voilà. Quand même. Alors... En rose, on a les femmes. Ah, là, il y a un franc homme, quand même. Hein. Ouais. Ok. Très franc, hein. Ouais. Ok. Votre dernier mot? C'est bon? Eh bien, vous avez tort. Désolée. Alors, c'est pas une franche majorité, hein,
c'est 51% de femmes en Europe qui sont donc immigrées, et donc il y a une proportion moindre des hommes. Mais là aussi, pourquoi est-ce qu'on a ce réflexe, ce penser qu'il s'agit majoritairement des hommes? Eh bien parce qu'il y a une forme de surmédiatisation des hommes qui seraient donc en situation de migration, au contraire des femmes qui sont très peu présentes. Pourtant, les femmes migrent de plus en plus, ça il faut le savoir, notamment parce que c'est souvent des victimes, des premières victimes des conflits. On l'a vu par exemple avec les femmes ukrainiennes qui ont largement fui la guerre. Et historiquement aussi, c'est des femmes qui ont migré depuis longtemps, et parfois même seules. On peut penser aux nourrices italiennes il y a très longtemps, qui venaient bien garder des enfants en France et qui venaient seules travailler et ramener de l'argent pour leur famille. Et par ailleurs, si on commence un petit peu à se creuser la tête, à se dire ok, la population immigrée, où est-ce qu'elle travaille, eh bien on va se dire peut-être plutôt dans le secteur du soin. Et là on se dit il y a pas mal de femmes quand même dans le secteur du soin. Peut-être aussi dans les ménages, par exemple dans les hôtels. Là aussi il y a pas mal de femmes. Et là, cette population de femmes immigrées commence un petit peu à être visible. Ok. La question 4. Alors, quelle est la part d'étrangers et d'étrangères? Quand la part d'étrangers et d'étrangères était-elle la plus importante, à votre avis? Après-guerre, en rose, ou aujourd'hui, en jaune? Donc là, on a une belle majorité de rose. Hein. Donc ce serait après-guerre. Et c'est Morgan qui va vous éclairer. Bonjour à tous. Donc, la réponse majoritaire que vous avez donnée, c'est après-guerre. C'est mieux là? Restez sur scène. Ok, donc vous n'avez pas la bonne réponse majoritairement. La bonne réponse, c'est aujourd'hui, où la part d'étrangers en France est la plus grande. C'est ce qu'on voit sur ce graphique, qui retrace l'évolution de cette part à partir des données de recensement depuis 1850. Donc vous voyez que le point le plus haut, il est aujourd'hui, en 2020. Mais par contre, l'idée que vous avez bien eue à travers votre réponse, c'est que ce graphique vient nuancer un message répété dans certains médias aujourd'hui, comme quoi on ferait face à des vagues d'immigration sans précédent. Alors dans ce graphique, vous voyez que c'est nettement nuancé. Dans la période 1970-1980, la part des étrangers en France est autour de 7%, quand elle est autour de 8% aujourd'hui, Tania nous l'a rappelé. Et aussi de manière très intéressante, si on regarde quelle était la situation il y a 100 ans, en 1920-1930, entre les deux guerres mondiales, et bien là aussi on était sur une part d'étrangers très élevée, encore une fois autour de 7% dans la population. Okay, donc l'immigration, la part d'étrangers en France a bien augmenté aujourd'hui, mais il faut nuancer à travers la perspective historique. Alors, 5e question. À votre avis, à quelle époque cette phrase a-t-elle été prononcée? Nous ne sommes bons qu'à payer des impôts, et le peu d'emplois qu'il y a, ce sont les étrangers qui les occupent. En 2022 ou en 1885? Alors pour quasiment tout le monde, c'est 1885, c'est ça? Non, c'est 2022. C'est 2022. Pardon, 2022, excusez-moi. Pour quasiment tout le monde, c'est 2022, j'allais dire, c'est fou. Mais non, justement. Donc vous pensez que ça a été prononcé récemment? C'est de ma faute. Alors que ça a été prononcé... Oui, c'est une phrase qui est inscrite sur une affiche qui a été diffusée en 1885 à Marseille. Donc on vous a mis un autre exemple là d'affiche. Tania? Et effectivement, en fait, la question de l'approche de l'autre, des étrangers particulièrement, eh bien, c'est quelque chose qui finalement est assez cycliquement le même, et il y a une forme de haine qui est quand même récurrente, et on voit en fait avec ce panneau interdit aux chiens et aux Italiens qui date des années 1930, et bien que il y a eu cette problématique déjà vis-à-vis des Italiens. Et pourquoi à l'époque les Italiens étaient mal reçus, mal perçus? Eh bien parce que on est dans une France très laïque et que les Italiens sont assez religieux, et donc il y a un très fort rejet vis-à-vis des Italiens, et donc cette approche qui existe aujourd'hui, eh bien on pourrait évidemment la retrouver, qui existait alors, pardon, on pourrait la retrouver justement aujourd'hui.
Ok, alors maintenant, hop, non. Je passe la parole à Morgan. Je ne sais pas si... Alors, on va demander à la régie si on peut passer sur l'autre set de diapositives, s'il vous plaît. Alors, bonjour à tous. Je m'appelle Morgan Rowe, je suis maître de conférence à l'école d'économie d'Aix-Marseille Université et j'ai co-organisé cette table ronde avec Léa Dispa, que vous avez déjà rencontrée, qui est responsable de la diffusion des savoirs à l'école d'économie d'Aix-Marseille Université, et Tania Rachaud, qui nous a aidés pour le quiz. Donc, le titre de cette table ronde, c'est « Enjeux migratoires, sommes-nous bien informés ?» Et ce titre vient de mon propre agenda de recherche où je m'intéresse à la construction du débat public sur l'immigration. Donc, quelques mots pour introduire le sujet. Pourquoi une table ronde sur la construction du débat public sur l'immigration? Je pense que beaucoup d'entre vous ont déjà en tête l'enjeu particulièrement important qui a trait à ce sujet aujourd'hui et qui a trait à la progression électorale très importante des idées nativistes partout autour du monde. Alors, les idées nativistes, c'est quoi? Cette idéologie définit un camp, le camp du nous, le peuple, la nation française, et dans leur définition de ce camp, ils sont très sélects. Okay, donc en face, il y a tous ceux qui ne font pas partie du nous, le camp de l'autre, et qu'ils vont dresser en bouc émissaire dont ils vont accuser de toutes les menaces qui posent sur la société du nous. Okay, donc là, on a pris 3 exemples. Giorgia Meloni en Italie, Donald Trump aux États-Unis et Marine Le Pen en France. Ce qu'ils ont en commun, particulièrement ces 3 personnes, c'est de désigner le même bouc émissaire et majoritairement l'immigré en étant comme bouc émissaire et qu'ils accusent de toutes les menaces pour la société. Donc ils ont des relais médiatiques. Vous ne voyez pas très bien, mais ici, la une de Valeurs Actuelles qui titre sur le grand remplacement. Et vous avez le même genre de presse aux États-Unis. Okay, donc derrière cette idée du bouc émissaire, on l'accuse de menaces. Alors quelles sont ces menaces dont on les accuse? Ces menaces, elles sont de 3 ordres principalement. C'est ce que j'appelle le triptyque xénophobe. La première menace, elle est d'ordre économique et la plupart du temps, elle a trait au marché du travail. Donc, les moins jeunes d'entre nous connaissent bien cette affiche, qui était celle du Front National en 1978, et où est marqué « 1 million de chômeurs, c'est 1 million d'immigrés de trop. La France et les Français d'abord ». Donc, le point de cette affiche et de ce slogan, c'est vraiment d'identifier l'immigré comme étant la source principale du chômage en France en 1870. Malheureusement, cet argument en 1970, il n'est pas nouveau et il est déjà employé, vous venez de le voir dans le quiz, à la fin du 19e siècle. À Marseille, on l'emploie pour accuser les Italiens de voler le travail des Français. Dans le nord de la France, on l'emploie exactement le même argument à l'encontre des immigrés belges qui travaillent dans les mines du Nord. Donc vous voyez, il y a une constance de cet argument dans le temps, tout au long du siècle, qui désigne des populations différentes. Et c'est une constance pas seulement dans le temps, mais aussi dans l'espace. Parce que si on se rappelle, la première campagne présidentielle de Donald Trump en 2016, elle réutilise aussi cet argument, mais cette fois pour désigner les étudiants indiens diplômés d'universités américaines qui voleraient le travail des ingénieurs américains dans les startups de la Silicon Valley. Donc vous voyez ici 3 exemples du même argument qui désigne des populations très différentes. Donc ça, c'est pour la menace économique. Deuxième menace de ce triptyque xénophobe, c'est une menace culturelle, où cette phrase, entre guillemets, qui est donc une citation, « Les immigrés ne peuvent pas s'intégrer à la culture française à cause de leur religion », c'est une phrase qui est familière pour beaucoup d'entre vous, okay, qu'on a tous déjà entendu en allumant la télé. Et bien, c'est exactement l'argument qui était d'abord employé à propos des immigrés italiens au XIXe siècle, qui étaient vus comme trop catholiques pour pouvoir s'intégrer à la République française naissante, qui était en train de s'émanciper de l'Église. Et bien sûr, c'est un argument qui est ressuscité aujourd'hui pour désigner les immigrés originaires de pays à majorité religieuse musulmane. Donc, deuxième argument, employé dans des contextes différents,
et qui persiste tout au long du siècle. Troisième menace, c'est la menace sécuritaire qui associe constamment immigration et criminalité. Pareil, je vous ai pris un exemple récent de l'actualité que vous avez tous en tête, mais cette menace sécuritaire de désigner l'immigré comme un ennemi de la nation, elle n'est pas nouvelle. Ici, c'est une affiche qui date de l'après-Seconde Guerre mondiale et qui dit « Taisez-vous, l'Allemand a fui, l'espion reste » et qui désigne donc les étrangers immigrés allemands qui sont restés vivre en France comme des espions potentiels. Vous voyez déjà une continuité depuis l'après-Seconde Guerre mondiale, mais cette affiche, elle répète directement l'argument qui était déjà employé à la fin du XIXe siècle, après 1870 et la guerre perdue de la France contre la Prusse, où encore une fois à l'époque, on désignait l'immigré prusse comme un espion potentiel. Troisième menace qui revient sans cesse et qui traverse les siècles. Donc à partir de cette introduction, je veux amener la discussion autour de deux problématiques ou deux grands questionnements. Le premier, c'est comment on peut croire dans la fiabilité de ces arguments s'ils sont employés pour décrire des phénomènes et des populations si différentes. Ça pose question. La deuxième problématique que je voudrais introduire pour lancer notre discussion, c'est ces discours xénophobes qui associent constamment l'immigration à ce triptyque emploi, intégration, sécurité, en fait, ils sont démentis par la plupart des connaissances issues de la recherche en sciences sociales. Et donc la question, c'est de savoir comment on peut expliquer que ces arguments reviennent sans cesse, malgré le fait qu'on sache qu'ils sont faux, et pourquoi le traitement de ces enjeux va à rebours des connaissances scientifiques, et aussi pourquoi les connaissances scientifiques n'arrivent pas à s'imposer dans le débat public sur ces questions. Voilà, donc c'est pour répondre à toutes ces questions que j'ai invité 4 personnes ici présentes, que je vais maintenant vous présenter. Donc, première invitée, nous avons avec nous Nejma Brahim, qui est journaliste à Mediapart en charge des questions d'immigration et autrice d'un livre récemment publié qui s'intitule 2 € de l'heure, la face cachée de l'intégration à la française, et dont vous allez un peu nous parler. Merci de votre présence. Deuxième invité, Benjamin Michalet, économiste indépendant, spécialiste des réfugiés, juge assesseur à la Cour nationale du droit d'asile et auteur d'un livre aussi récemment publié qui s'intitule « Réfugiés, ce qu'on ne nous dit pas », qui a été coécrit avec Najat Vallaud-Belkacem et dont vous allez aussi nous parler. Merci beaucoup de votre présence. Ensuite, à la droite de Benjamin Michalet, Tania Rachaud, que vous avez déjà rencontrée, docteur en droit, spécialiste du droit d'asile et également assesseur à la Cour nationale du droit d'asile. Merci de votre présence, Tania. Et enfin, Jérôme Valette, économiste au CEPI, spécialiste du traitement médiatique de l'immigration et rattaché à l'Institut Convergence Migration. Merci de votre présence, Jérôme. Alors, je crois qu'on a 2 questions du quiz à reprendre maintenant. Allez, c'est bon, on est reparti. Donc la question 6. Chaque année en France, pour quelle catégorie délivre-t-on le plus de titres de séjour, à votre avis? Est-ce que ce sont des titres de séjour étudiants ou des titres de séjour travail? Un titre de séjour, c'est quand on arrive en France pour y rester quelque temps, il faut avoir un document. Sinon, quand on n'a pas de document administratif, et donc on est éventuellement en situation irrégulière. Normalement, c'est d'abord un visa, puis un titre de séjour. Donc vous êtes quand même plutôt sur étudiant, avec quelques-uns travail, mais pas mal étudiants, ok. Alors là, on voit absolument rien. Mais effectivement, c'est le titre de séjour étudiant qui l'emporte chaque année. Il y a environ plus de 100 000 étudiants qui viennent chaque année étudier en France, alors qu'il y a à peu près 55 000 personnes qui se voient délivrer un titre de séjour pour un motif économique, ça veut dire pour venir travailler en France. On peut aussi dire qu'il y a à peu près 90 000 personnes qui vont obtenir un titre de séjour pour des questions familiales, ça veut dire qu'elles viennent parce qu'elles sont mariées avec un ou une Française ou pour d'autres raisons familiales. Et donc c'est intéressant de voir qu'il y a une forme de priorité qui est donnée aux étudiants, ou en tout cas de fait,
ce sont la population qui est la plus présente, sachant que c'est vraiment par nature temporaire, puisque le titre de séjour va couvrir la durée des études qui peut être d'1 an seulement. Donc un étudiant ou une étudiante vient 1 an et repart en théorie. Et d'ailleurs, en stock, c'est pas très beau à dire, mais de façon constante, disons, il y a 300 000 à peu près étudiants et étudiantes étrangères. Donc ça veut dire parce qu'ils sont restés pour 2 années de master, pour les 3 années de la licence. Et ensuite, c'est des personnes qui ont donc vocation à repartir. Et ensuite, encore une idée reçue, l'immigration égale insécurité. À votre avis, est-ce que les étrangers et les étrangères sont-ils ou elles plus délinquants ou délinquantes? Alors le oui, c'est en rose et le jaune, c'est non. C'est Jérôme. Ok, donc c'est plutôt le jaune, donc c'est plutôt le non qui l'emporte. Donc c'est Jérôme Valette qui va nous éclairer sur la réponse. Alors, qui est oui. Oui. J'allais dire, j'attendais avant de répondre de voir la slide et quelle était la réponse. Donc, effectivement, lorsqu'on parle de crimes et délits, donc crimes et délits, c'est 2 choses différentes en droit. Hein. Les délits, c'est donc il y a l'infraction, ensuite il y a les délits, et puis il y a la catégorie la plus grave qui est le crime. Donc ici, on parle bien des étrangers, donc de ce que vous a dit Tania sur la nationalité. Alors, c'est probablement la question la plus sensible sur l'immigration, donc je vais essayer d'être très clair et très précis. Donc effectivement, si vous prenez la part des étrangers dans la population, vous êtes à 8%. Si vous prenez la part des mises en cause ne veut pas dire condamnés, hein, c'est les gens qui sont suffisamment suspectés d'un délit ou d'un crime pour être enregistrés dans les données de la police, vous êtes à 17%. Si vous allez plus loin dans la chaîne pénale, par exemple en prison, vous avez 21% d'étrangers. Donc c'est vrai, c'est un fait, les étrangers sont surreprésentés dans les statistiques de la délinquance, et cette surreprésentation, elle augmente au fur et à mesure qu'on avance dans la chaîne pénale. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que les immigrés ont une probabilité plus forte de commettre un délit que les autres? Et est-ce qu'on peut directement interpréter de ces statistiques-là un lien de causalité, de cause à effet entre immigration et délinquance? Et la réponse, elle est non. Pourquoi? Parce qu'en fait, ces statistiques-là, elles sont très peu informatives. Il peut y avoir tout un tas de raisons qui peuvent expliquer que mécaniquement, on ait plus d'étrangers dans les statistiques de la délinquance que de natifs. Un exemple, imaginez que vous ayez des crimes qui ne peuvent être commis ou des délits que par les étrangers. Systématiquement, si vous avez un set de crimes qui est plus large de délits pour les étrangers que pour les natifs, vous allez avoir plus d'étrangers dans les statistiques de la criminalité. Est-ce que c'est le cas? Oui. Il y a tout un tas de délits, par exemple travailler sans titre de séjour. Ça, c'est quelque chose qui est effectivement illégal, mais qui ne peut être commis par définition que par quelqu'un qui aurait besoin d'un titre de séjour, donc un étranger. Vous pouvez avoir aussi de la discrimination. Imaginez que les étrangers ont une probabilité plus forte, par exemple, d'être arrêtés ou d'être sanctionnés. À ce moment-là, ils vont plus se retrouver dans les statistiques de la délinquance. On a regardé avec des collègues dans les données du casier judiciaire national, pour un même crime commis le même jour, dans le même lieu, avec les mêmes antécédents judiciaires, etc., tout pareil, toutes choses égales par ailleurs, les étrangers vont avoir une probabilité 5 points de pourcentage plus forte d'être condamnés, et ils vont prendre 22 jours de prison supplémentaires. D'accord? Donc je ne sais pas si c'est de la discrimination. D'accord? Peut-être que c'est autre chose, ça cache le fait qu'ils avaient des avocats de moins bonne qualité. Mais en tout cas, c'est suffisamment inquiétant pour se dire qu'on ne peut pas dire grand-chose de ces stats-là. Et donc ce qu'on fait pour répondre à la question est-ce que l'immigration a un effet sur la délinquance, c'est qu'on va plutôt aller regarder, quand des immigrés arrivent quelque part, dans une ville par exemple, est-ce qu'on observe, oui ou non, une augmentation de la délinquance et de la criminalité. Et là, ce qu'on voit, c'est quoi? Et c'est assez cohérent avec ces statistiques sur la délinquance, c'est que oui, il y a un effet de l'immigration sur la délinquance, mais qui est très faible et qui est surtout concentré sur un type de crime très particulier. Si j'avais choisi de désagréger, c'est pas moi qui ai fait la slide, mais si j'avais choisi de désagréger par type de crime, vous auriez vu qu'en fait, cette surreprésentation des étrangers, en fait, elle est pas uniquement, mais elle est très très forte dans les crimes économiques, les vols, les infractions, etc. D'accord, les infractions à la propriété, les vols, les cambriolages, mais elle est beaucoup plus faible, par exemple, dans les agressions et les violences sexuelles. Elle est plus que de 12%, donc on réduit beaucoup. Et donc en fait, ce qu'on voit, c'est que oui, quand les immigrés, quand des étrangers arrivent dans une municipalité, etc., on a une petite augmentation de la délinquance, mais uniquement due à un type de crime bien particulier, un type de délit particulier, qui sont les infractions économiques. Et donc pourquoi, et je finirai là-dedans pour être court, parce qu'en fait,
c'est pas le fait d'être un immigré en soi qui augmente la probabilité de commettre un délit ou un crime. En fait, c'est des caractéristiques rattachées à la migration qui, elles, sont associées à une probabilité plus forte de commettre un délit. Par exemple, le fait d'être dans une précarité économique. Et donc, c'est ça qui explique qu'on retrouve une surreprésentation des immigrés dans ce type de crime-là. Et donc, c'est pas étonnant non plus que de voir que quand cette précarité économique, elle diminue, d'accord, quand on a une amélioration des conditions économiques des étrangers, ben on a ce lien de cause à effet qui diminue et on a une baisse de la délinquance étrangère. Par exemple, en Italie, on a pu mesurer que quand on donne un accès à la naturalisation et donc un meilleur accès au marché du travail aux étrangers, ben on voit qu'il y a une baisse assez forte de quasiment de moitié du nombre de délits et de crimes qui sont commis justement par les étrangers. Donc si je finis tout ça, j'enveloppe tout ça, on ne peut pas dire qu'il n'y a aucun lien entre immigration et délinquance. Il y a un lien, d'accord ? Plus d'immigration si elle a des caractéristiques de type pauvre, plus d'hommes, plus jeunes, va entraîner une augmentation de la délinquance assez faible. Encore une fois, ce n'est pas un lien de causalité, ce n'est pas le fait d'être un immigré, c'est ces caractéristiques-là. Si on les observe dans la population native, elles entraînent aussi une augmentation des délits. Si demain vous avez une crise financière qui touche le portefeuille de tous les Français, y compris chez les natifs, donc ceux qui ne sont pas immigrés, vous aurez aussi une augmentation des crimes et des délits financiers, vol, cambriolage, etc. Super, merci beaucoup Jérôme. On va continuer. La prochaine question, elle est pour vous également. Donc, dans mon introduction, je vous ai montré les stéréotypes xénophobes sur les immigrés. Ils sont de 3 ordres, l'emploi, l'intégration et l'insécurité. Donc Jérôme vient de nous répondre sur l'insécurité. Maintenant, qu'en est-il des dimensions d'emploi et d'intégration? Donc je reformule. Est-ce que les immigrés volent les emplois des natifs? Première question. Deuxième question, est-ce qu'ils n'arrivent pas à s'intégrer? Donc la réponse à cette question, vous allez voir, c'est en général l'inverse des réponses qu'on a dans certains médias. C'est encore une réponse nuancée. Comme la réponse précédente, j'ai essayé de nuancer, je vais encore essayer de le faire. Si on parlait à court terme, qu'est-ce qui se passe si demain vous avez une très grande vague migratoire qui arrive à un endroit? Est-ce que oui ou non ça exerce une pression à la baisse sur les salaires? Est-ce que oui ou non ça crée une pression sur les emplois? La réponse est oui. D'accord? À court terme, vous avez un gâteau à se partager, d'accord? Un nombre d'emplois, une quantité de salaires, de revenus. Si vous avez plus de monde, par définition, vous avez moins chacun. Donc moins d'emplois chacun, moins de salaires chacun. Et donc on estime à court terme que quand vous avez une augmentation pour un même niveau d'éducation donné, un même niveau d'expérience, donc quelqu'un qui aurait un master et qui aurait 20 ans d'expérience, s'il y avait des immigrés qui ont aussi un master et 20 ans d'expérience qui arrivaient, pour lui, ce 10% d'augmentation, ce serait une baisse de son salaire de 4%. Donc vous allez me dire, du coup, on peut en conclure que l'immigration a un effet très négatif sur l'emploi. Et la réponse, elle est beaucoup plus nuancée que ça. Déjà, vous voyez que je parle de concurrence, donc qui dit concurrence dit entre des personnes qui se ressemblent. Donc ceux qui vont être affectés par l'immigration, c'est ceux qui sont substituables, c'est-à-dire qui ont les mêmes caractéristiques, d'accord, les mêmes compétences que les immigrés qui viennent d'arriver. Les autres vont plutôt avoir tendance à gagner. Et tout ça, encore une fois, c'est une réponse de court terme. Qu'est-ce qui se passe à un peu plus long terme? Au bout d'1 an, 2 ans, 3 ans, allons jusqu'à 10 ans. Ce qui se passe, c'est que le gâteau, il est plus fixe. D'accord? On sort de cette économie malthusienne où on est un peu contraint. Finalement, le gâteau, il peut augmenter. Et c'est ce qui va se passer avec l'immigration. C'est-à-dire que les immigrés ne sont pas simplement des travailleurs, ce sont aussi des consommateurs notamment. Et donc cette augmentation de la taille de la population va stimuler la demande, d'accord? Donc va stimuler l'investissement des entreprises. Le capital, donc le nombre de machines, d'entreprises, etc., va s'ajuster à la hausse de cette population. Et donc ce qu'on voit très bien dans les données, c'est que cet effet de compétition à court terme, en fait, il tend à disparaître assez vite et finalement à rendre très neutre l'impact de l'immigration sur le marché du travail. Et donc on voit dans toutes les études qu'au bout de 5, 6, 7, 10 ans, on ne voit plus aucun effet de l'immigration sur le marché du travail et les salaires reviennent à leur niveau et à leur évolution naturelle. Donc pour résumer, ce qu'on peut dire de cette question-là, est-ce que les immigrés piquent les jobs des natifs ou font baisser les salaires? En fait, à court terme, oui, un petit peu. C'est-à-dire que oui, ça crée de la concurrence. Mais en fait, ce qu'on voit, c'est que nos économies industrialisées, développées, etc., absorbent hyper bien ces chocs d'offres, cette taille supplémentaire de la migration, de sorte que très rapidement, en fait, on a des effets qui soient nuls. Et sur l'intégration? Alors, sur l'intégration, c'est très compliqué de répondre à cette question parce que l'intégration, c'est quoi? L'intégration, c'est multidimensionnel. Si je vous avais posé la question, vous auriez incapable de répondre avec un carton rose ou jaune. Certains m'auraient dit l'intégration, c'est bien parler français, la langue. D'autres m'auraient dit c'est
la ségrégation spatiale, c'est-à-dire le fait que les gens soient mélangés et ne vivent pas dans des quartiers séparés. D'autres m'auraient dit, l'intégration, je ne sais pas, c'est culturel, d'accord? C'est avoir les normes et les us et coutumes qu'on peut penser, que certains pensent être spécifiques à certaines régions, villes, pays, etc. Et ça, à partir du moment où c'est difficile à définir, il faut s'entendre sur une définition. Donc moi, je vais rester sur l'intégration économique, qui est celle que je connais la mieux. Donc l'intégration économique, c'est le taux d'emploi qu'ont les immigrés par rapport aux natifs. Et sur ça, effectivement, on voit qu'il y a un retard d'intégration. On voit effectivement que les niveaux d'emploi des immigrés sont plus faibles que ceux des natifs. Mais là encore, c'est très nuancé. Si on regarde, qu'est-ce qui se passe? À court terme, lorsque les immigrés arrivent, il y a un retard qui est à peu près de 5 points de pourcentage, donc une différence de 5 points de pourcentage dans les taux d'emploi des natifs et des immigrés dans les 5 premières années. Pour les immigrés qui viennent d'Europe, de pays d'Europe, intra-européens. Par contre, si vous regardez les immigrés qui viennent de pays extra-européens, là, l'écart, il est de 25 points de pourcentage. Donc, il est très, très fort. Okay. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que cet écart d'emploi, ce retard d'intégration sur le marché du travail, il va diminuer dans le temps. Et après 10 ans, vous voyez un parfait rattrapage. D'accord. Et en fait, même les immigrés extra-européens reviennent à un taux d'emploi qui est inférieur à celui des natifs, et ça peut s'expliquer, ils ont moins de bonnes connaissances du marché du travail, moins d'informations, moins de réseaux, mais ils reviennent à ces 5 points de pourcentage, et donc encore une fois, 10 ans après, donc assez rapidement, le taux d'intégration, il est assez proche de celui des natifs économiquement, si ce n'est quand même qu'on observe pour les immigrés extra-européens que s'ils reviennent à un niveau d'emploi très proche de celui des natifs, ils ont quand même des emplois avec des salaires moins élevés, dans des contrats plus précaires, plus de CDD, etc. Et voilà, je crois que c'est à peu près tout. Donc sur l'intégration économique, le message, je dirais, de ce qu'on sait, c'est que elle est difficile au début. Et en fait, si on laisse le temps passer, si on laisse les gens s'intégrer, évidemment, elle rattrape. Et donc la question, c'est qu'il faut se poser maintenant, je crois, c'est quelles sont les politiques publiques qui peuvent permettre d'accélérer ce rattrapage et de faire que cet écart, il ne dure pas 10 ans, mais que dès l'arrivée des immigrés, on ait un écart le plus faible possible. Merci beaucoup. Ma deuxième question, elle est pour Nejma Brahim. Donc jusqu'ici, on a parlé des immigrés comme un groupe homogène, mais en fait, les situations migratoires, elles sont multiples. Vous, dans votre ouvrage que j'ai cité, vous vous intéressez particulièrement aux personnes que certains appellent immigrés sans papier. Et dès la deuxième page de votre livre, vous mentionnez l'instrumentalisation politique qui est faite du sujet, et vous la présentez comme une motivation à l'écriture de ce livre. Donc j'aimerais que vous nous parliez de la genèse de manière générale de l'ouvrage et comment cette instrumentalisation a pu alimenter votre volonté d'écrire ce livre. Et en même temps, la deuxième question reliée, c'est quels sont le ou les stéréotypes qui sont utilisés dans le débat public pour parler de ces personnes et qui contrastent le plus avec la situation que vous avez observée à travers vos interviews. Bonjour à tous et à toutes. Alors, pour répondre à la première question, oui, effectivement, c'était aussi une réponse à l'instrumentalisation qui est faite du sujet de l'immigration en général, qui est souvent qualifié de problème. Ça a encore été le cas avec Emmanuel Macron il y a quelques temps. Ça a été le cas au moment de la loi immigration qu'on a baptisée la loi Darmanin, qui a été promulguée début 2024. Et ça a encore été le cas au moment du pacte migratoire européen, asile et immigration, donc à l'échelle européenne, où vraiment les migrations, les mouvements migratoires étaient présentés comme un problème. Moi, j'ai eu envie de répondre avec finalement des récits de vie, en donnant la parole aux principaux concernés. Ce que j'ai pas dit, c'est que dans les différentes catégories de personnes étrangères qu'on pouvait retrouver en France, si on devait un peu hiérarchiser dans l'image que le public peut s'en faire, en tout cas, et forcément les discours politiques jouent un rôle important là-dedans, c'est que les personnes dites sans papier, donc en situation irrégulière, sont peut-être vraiment au plus bas de l'échelle. Elles sont souvent qualifiées de clandestins. On en parlait tout à l'heure, d'immigrés illégaux. Je ne sais pas comment est-ce qu'on peut être illégal dans ce monde, mais en tout cas, c'est comme ça qu'on peut les qualifier. Et on peut dire, je ne sais pas si tu seras d'accord avec moi, que les réfugiés sont peut-être ceux qui sont le plus au-dessus parce qu'ils seraient considérés comme les bons immigrés, ceux qui sont venus
parce qu'ils ont fui des conflits, des guerres, etc. Et c'est souvent l'image qu'on s'en fait. Bon, en réalité, moi, je pense qu'il ne faut surtout pas faire de hiérarchie, évidemment, dans toutes ces catégories-là. Mais ce qui est sûr, c'est que les personnes sans papier étant très souvent criminalisées, que ce soit par la droite, l'extrême droite, mais aussi, on l'a vu, par la majorité gouvernementale sous Emmanuel Macron, c'était essentiel de réhumaniser la question et donc de donner la parole à toutes ces personnes-là qui sont aussi bien des femmes que des hommes. On n'a pas de chiffres précis, puisque par définition, c'est un peu un monde invisible, mais on compte entre 700 et 800 000 personnes. Ça peut là aussi être instrumentalisé. On peut dire que c'est très peu, une goutte d'eau, comme d'autres peuvent dire que c'est énorme. En réalité, ça ne représente pas grand-chose si on corrèle ça à la population française. Alors pour avoir cette estimation-là, c'est des chiffres qui ont été cités par Gérald Darmanin alors qu'il était ministre de l'Intérieur, je le précise. On se fie à l'AME, dont vous avez peut-être entendu parler dans le débat public, le débat médiatique, donc l'aide médicale d'État. Et on sait que à peu près entre 300 et 400 000 personnes y ont aujourd'hui accès, mais que 50% des personnes qui y sont éligibles, donc qui y ont droit, ne font pas la demande pour l'avoir. Et donc on double le chiffre des personnes qui l'ont pour arriver à peu près à cette fourchette-là. Toutes ces personnes, en réalité, elles évoluent au milieu de la société française sans qu'on le sache forcément. Moi, ce que je dis quand je parle de ce livre, c'est qu'on peut être amené à croiser la route d'une personne sans papier tous les jours sans forcément le savoir. C'est-à-dire que quand vous allez au supermarché pour faire vos courses, eh bien, l'un des vendeurs, l'une des vendeuses peut tout à fait être une personne sans papier. Quand vous prenez le train, on a été plusieurs à prendre le train pour venir ici, eh bien, la personne de ménage qui passe dans les wagons pour ramasser les déchets peut être une personne sans papier. Quand vous mangez des fruits ou des légumes que vous avez achetés sur le marché, eh bien, ils ont pu être ramassés par des personnes sans papier dans nos campagnes, dans les champs. Et je peux continuer comme ça, ainsi de suite. Et même quand vous allez à l'hôpital. Et même quand vous allez à l'hôpital, tout à fait. C'est aussi l'histoire d'une personne dans le livre, une Tunisienne, qui effectivement s'est retrouvée sans papier pendant des mois. L'administration le savait et n'a pas fait grand-chose pour l'aider. Et elle a fini par apprendre d'ailleurs qu'elle faisait l'objet d'une OQTF et elle ne savait même pas ce que c'était. Donc la fameuse obligation de quitter le territoire français, qui a été largement médiatisée quand on a eu des drames qui étaient liés à des personnes immigrées. Voilà. Et vraiment, je peux continuer comme ça, ainsi de suite. C'est vraiment... alors, c'est ce dont je me suis rendu compte en faisant ce travail d'enquête qui a duré 2 ans, avant l'écriture du livre, c'est que ça concerne à peu près tous les secteurs, donc c'est un phénomène globalisé. On retrouve, je le disais tout à l'heure, aussi bien des femmes et des hommes, et pour moi c'était important d'avoir une égalité, une représentation à peu près équilibrée dans le genre pour le livre, donc il y a à peu près autant de femmes que d'hommes, et puis aussi en termes de nationalité, parce que c'est vrai qu'on a souvent tendance à parler uniquement des personnes africaines. Or, il n'y a pas qu'elles en France, Tania le disait tout à l'heure. Et donc, c'était important pour moi aussi d'avoir des nationalités un peu moins attendues, qu'on ne retrouvait pas forcément dans le débat public, que ce soit d'Amérique latine, d'Inde, par exemple. Voilà. Et c'était pour moi, pour répondre encore à la première question, vraiment essentiel de réhumaniser la question en leur donnant la parole, parce qu'on ne les entend pas bien souvent. Et c'est assez triste de parler d'un sujet sans entendre la voix des principaux concernés. Voilà, donc c'est des récits de vie où on apprend à la fois comment est-ce que ces personnes font pour travailler en France quand elles n'ont pas de papier. Petite parenthèse, on les appelle les sans-papiers, mais c'est les personnes qui ont probablement le plus de papiers avec elles, puisqu'elles constituent à chaque fois des piles de papiers, de dossiers, dans l'espoir d'être régularisées un jour, puisque pour être régularisé, il faut tout un tas de documents justifiant la régularisation. Et voilà. Et la deuxième question, pardon ? La deuxième question, c'était sur les stéréotypes qui sont souvent employés dans le débat public. Je pense notamment au fait que ces personnes viendraient en France pour bénéficier des minima sociaux. Et pourtant, dans le livre, c'est avant tout des histoires de travailleurs dont vous nous parlez. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que j'ai croisé énormément de personnes sans papier depuis que je suis à la rubrique migration à Mediapart.
Sincèrement, j'en ai jamais rencontré une qui m'ait dit je n'ai jamais travaillé et je vis des aides, puisque bon, elles peuvent pas toucher les aides en fait quand elles sont sans papier, hormis, je le citais tout à l'heure, l'aide médicale d'État. Bon, c'est des personnes qui forcément travaillent, parfois vont cumuler plusieurs travails en même temps, parfois vont enchaîner des missions totalement différentes dans des secteurs d'activité totalement différents. Donc effectivement, il y a ce premier cliché-là, qui était vraiment, c'était fondamental pour moi de le déconstruire. Et puis il y a le cliché, je le disais au début de la discussion, des délinquants ou des clandestins dangereux, des criminels qui donc n'auraient pas de papier et donc seraient les principaux auteurs des violences à la fois physiques mais aussi sexuelles en France, des agressions. Alors que toutes les personnes que j'ai pu rencontrer n'ont pas d'antécédents judiciaires, mènent une vie tranquille et ont plutôt peur en réalité en se rendant sur leur lieu de travail d'être potentiellement interpellés, contrôlés par la police et de ne pas avoir de papier à leur présenter et d'être ensuite envoyés en centre de rétention administrative avec un risque d'expulsion. Donc ça aussi c'était important de le pointer. Et enfin, le cliché, en tout cas le stéréotype sur la surreprésentation des hommes, puisque, bon, Tania le disait aussi tout à l'heure, les femmes migrent, elles ont toujours migré, elles migrent de plus en plus. Quand on regarde les entrées en Europe, elles représentent quasiment la moitié. Et voilà, et il y a beaucoup de femmes sans papier qui vivent aujourd'hui en France parmi nous et qui font absolument tout pour s'intégrer. Je mets ça entre guillemets puisqu'il y a énormément de nuances dans cette notion. Merci beaucoup. Du coup, vous nous avez offert la transition toute trouvée pour la question suivante qui s'adresse à Benjamin Michelet. Dans l'ouvrage, je l'ai cité, porte sur les personnes réfugiées ou demandeuses d'asile. Donc, je vais reprendre le terme et on est tous d'accord qu'il n'y a pas de catégorisation à faire, mais vous allez nous répondre. Réfugiés, est-ce qu'ils sont vraiment considérés comme les bons immigrés ? Et je vous pose la question notamment puisque, de la même manière et de manière très symétrique, dans les premières pages de l'ouvrage, vous partez d'une critique du débat public sur la question migratoire et vous le présentez aussi comme une motivation à l'écriture de l'ouvrage. Donc, je vais vous poser les deux mêmes questions. Est-ce que nous parlez un peu de la jeunesse du livre par rapport à cette critique du débat public ? Et puis, de la même manière, puisqu'on a commencé à parler des stéréotypes, quels sont les stéréotypes qui vous paraissent le plus contrastés avec l'état de la situation telle que vous l'avez observée ? Merci beaucoup. Bonjour à toutes et tous. Donc, c'est intéressant parce qu'effectivement, avec l'introduction économique et le travail sur la partie des sans-papiers, ça fait une transition assez naturelle. Quand on évoque la figure des réfugiés, en réalité, on va plutôt parler des bénéficiaires de la protection internationale au sens large, qui permet de couvrir deux types de statuts différents, mais en réalité dont les fondements sont le fait d'avoir quitté son pays sous la contrainte et que l'État français, en vertu du droit international, a reconnu le besoin de protection de ces personnes. Et ces personnes, si elles ont besoin de protection, il y a plusieurs critères qui permettent de protéger les personnes. Et c'est notamment parce qu'on a admis que ces personnes-là ne pouvaient pas réclamer la protection de leur propre État, si je fais simple. Et donc, lorsqu'on parle de ça, on a l'impression qu'on n'a que des grands défenseurs des droits de l'homme qui toquent à la porte des pays comme la France. Dans le bouquin, on cite notamment le cas de Navalny, qui aurait sûrement obtenu la protection de la France s'il l'avait demandé. Et en réalité, la question de la protection internationale, elle est beaucoup plus diverse que ça, puisqu'il y a plusieurs motifs qui permettent d'obtenir la protection. Et je pense que si on avait fait un quiz sur la question des bénéficiaires de la protection internationale, eh bien, on aurait été assez étonné en fait de voir la diversité des situations. En réalité, lorsqu'on s'intéresse à ces bénéficiaires de la protection internationale, bien sûr, on a des grands défenseurs, des grandes défenseuses des droits de l'homme, évidemment, ça existe, qui risquent souvent des persécutions en raison de leurs opinions politiques, donc parce qu'ils vont s'opposer au régime en place. Mais ce n'est qu'une partie, en fait, en réalité, de ces personnes qui arrivent en France, en Europe et dans bien d'autres pays, et qui sollicitent l'asile. Il faut bien distinguer les demandeurs d'asile des bénéficiaires de la protection internationale. Demander l'asile ne vous garantit absolument pas de bénéficier de la protection internationale
de la France. Hein. Je regardais récemment les derniers chiffres, c'était à peu près 150 000 introductions de demandes d'asile en France en 2024. Donc c'est 2 introductions pour 1000 habitants français. Donc il y a 2 personnes pour 1000 Français qui demandent. Et la protection, le nombre de protections accordées en 2024, c'était à peu près 70 000 personnes. Donc c'est une personne pour 1000 Français, Françaises. Donc ça, c'est pour vous donner les grands ordres de grandeur. En réalité, je pense que Tania pourrait en témoigner aussi aisément, lorsque on est à la Cour nationale du droit d'asile, on observe une très très grande diversité de profils et de personnes. Typiquement, un type de profil qui est peu connu du grand public, c'est celui des femmes qui sont menacées de mutilation génitale. Et ça, c'est un motif de protection en France et en Europe et qui est protégé par le droit international. Et peu de monde sait qu'on peut obtenir la protection internationale pour ce motif-là. Et ça, on peut en développer d'autres. Hein. Et ce que peu de gens savent également, c'est que le motif de protection pour devenir un réfugié climatique n'existe pas. Donc ça fait partie des grands clichés hein, qui ne sont pas connus du grand public. Et donc dans le livre, évidemment, on a voulu replacer la spécificité de la question de la protection internationale à l'intérieur de ce que c'est que la grande famille de l'immigration. Et puis ensuite, ce qu'on souhaitait mettre en avant aussi, c'était que, en réalité, quand on couvre le phénomène migratoire, on en parlait tout à l'heure, en général, ce qu'on a, l'audience est assez jeune dans la salle, mais en 2015, quand on a eu ce qu'on a appelé la crise des réfugiés syriens, on a eu une très grande couverture médiatique, et puis le début de l'intensification des réseaux sociaux, et ça, je pense que toutes les personnes qui utilisaient déjà les réseaux sociaux, qui lisaient la presse, qui étaient déjà très exposées à la télévision, s'en souviennent. On a eu une nuée de photographies de personnes sur des bateaux avec des gilets de sauvetage. Et dans l'ouvrage, on invite les lecteurs à 2 reprises à faire cet exercice-là. Vous pouvez le faire maintenant, vous prenez votre téléphone, vous allez sur Google Images, vous tapez migrants, et ce que vous allez voir, c'est des dizaines de photos de personnes qui sont sur des bateaux avec des gilets de sauvetage. Et ça, normalement, ça doit vous choquer, parce que moi, ce que je viens de dire, c'est si vous tapez migrants. Or, si vous regardez, on a regardé un petit peu les statistiques tout à l'heure, la majorité des migrants en France, ils arrivent soit par voie terrestre, parce qu'ils ont traversé une frontière, parce qu'ils arrivent d'Allemagne, parce qu'ils arrivent d'Espagne, ils arrivent d'Italie, ou ils sont un peu venus de plus loin, soit ils sont venus par un aéroport. Or, si vous tapez migrants dans Google Images, je vous invite à le faire, vous allez voir des personnes sur des bateaux en détresse, qui sont souvent très nombreuses dans des situations extrêmement complexes. Et ces images-là, beaucoup viennent illustrer ce qui s'est passé en 2015 et puis ce qui a en réalité perduré encore aujourd'hui. Et donc notre point, c'est de dire que le fait de figer ces images-là, elles nous posent problème ensuite pour comprendre quels sont les différents publics et comment on construit des politiques publiques derrière qui permettent de garantir l'intégration de chacune et de chacun, et également de favoriser la cohésion sociale. Et donc, du coup, Jérôme est revenu sur un certain nombre de mécanismes économiques qui sont exactement les mêmes quand on fait de l'économie des réfugiés, hein, c'est exactement les mêmes. Et ce qui est très important de conserver en tête, c'est que quand on étudie les sciences sociales et quand on étudie l'économie, en réalité, l'économie, au sens notre économie à nous, c'est quelque chose qui est dynamique. C'est-à-dire que ce qu'évoquait très justement Jérôme, quand on a des décalages de 7 à 10 ans pour les étrangers, pour qu'ils rattrapent le taux d'emploi ou le salaire des natifs, eh bien ça veut dire que tous les ans, ceux qui sont arrivés il y a 10 ans se retrouvent dans cette situation. Donc c'est bien dynamique, il faut bien voir ça comme quelque chose qui a lieu, entre guillemets, en temps réel. Et donc, nous, ce qu'on pense, c'est qu'en rétablissant correctement qui relève de quel type de statut, donc typiquement celui de la protection internationale, eh bien, ça devrait nous permettre d'adresser correctement les bonnes politiques publiques. Et donc, lorsqu'on parle d'intégration, lorsqu'on parle d'emploi, lorsqu'on parle de criminalité, la question des déplacés forcés, elle est un petit peu particulière. Pourquoi ? Parce que, eh bien, par définition, les gens qui se sont déplacés sous la contrainte, eh bien, ils ont une migration qui n'est pas préparée. Et ça change beaucoup de choses parce que quand on part sous la contrainte, on n'a pas forcément préparé ses papiers d'identité. On ne va pas forcément arriver dans un pays dont on parle la langue. On n'a pas forcément pris avec soi les derniers diplômes qu'on a eus et donc qui vont nous permettre de nous intégrer plus facilement. Et surtout, dans beaucoup de cas, une migration forcée, ça coûte très cher. Donc on arrive avec peu de ressources. On
on a traversé des situations qui sont très complexes, à la fois parce que c'est souvent des voyages qui sont très longs. Lorsqu'on arrive à les documenter, ce sont des voyages qui durent plusieurs mois. Ça dépend bien sûr du type de problématique qu'on a fui. Mais il faut imaginer typiquement le cas de la crise au Soudan, qui est une crise terrible qui a lieu en ce moment. Si vous voulez sortir du Soudan aujourd'hui, c'est très compliqué. Il y a un aéroport qui ne fonctionne plus. La plupart des ambassades européennes n'existent plus, donc vous ne pouvez pas avoir de titre pour partir. Et puis vous devez fuir une capitale, Khartoum, ou un pays qui est en guerre. Donc c'est très compliqué. Vous allez devoir passer par la terre. Je ne sais pas si vous situez tous à peu près où est le Soudan, mais si vous vous rendez à l'ouest, vous allez devoir vous traverser ce qu'on appelle le Grand Sahel. Ce sont des conditions extrêmement difficiles. Et donc quand vous allez arriver en Europe, si vous y arrivez, puisque je rappelle aussi les chiffres des gens qui meurent en Méditerranée, qui sont des chiffres extraordinairement terrifiants, si vous y arrivez, eh bien, vous allez être dans probablement une situation physique difficile. Et ensuite, bien sûr, vous allez avoir, pas systématiquement, il n'y a pas besoin d'essentialiser les choses, mais vous allez potentiellement avoir vécu des situations extrêmement traumatisantes qui vont nécessiter qu'on vous accompagne si on souhaite avoir une intégration dynamique. Et donc, à ce niveau-là, la question des BPI est singulière. D'ailleurs, je me permets de rappeler que la plupart ne viennent pas en Europe et ne veulent pas venir en Europe, et que la majorité des personnes en situation migratoire de par le monde vivent en fait dans les pays voisins de leur pays d'origine, qui donc, pour la plupart, ne sont pas en Europe. Oui, merci de préciser ce point-là, c'est super important quand on s'intéresse aux déplacés forcés, donc les personnes vraiment qu'on fuit sous la contrainte et qui sont régulièrement instrumentalisées. Encore une fois, je trouve très juste les éléments que Jérôme rappelle sur, il ne faut pas regarder les choses de manière tout blanc ou tout noir, il faut regarder les choses avec les données, avec les savoirs qu'on a et ensuite mettre des politiques publiques en face. Néanmoins, quand on regarde les chiffres des déplacés forcés, on a d'abord des déplacés internes, c'est-à-dire des gens qui fuient des situations dans leur propre pays et qui se déplacent à l'intérieur de leur propre pays. Et peu de gens le savent, mais l'un des pays les plus sujets à ce sujet-là, c'est la Colombie. La Colombie, c'est un pays où il y a un très très grand nombre de déplacés internes pour tout un tas de sujets assez complexes qu'on n'aura pas le temps de développer ici. Et puis ensuite, on a bien sûr les déplacés forcés. Généralement, ce sont des déplacements sud-sud. Le cas de l'Ukraine est un petit peu particulier, mais c'est des déplacements sud-sud. Et la plupart des gens, ce qu'ils souhaitent, c'est sortir de la situation conflictuelle, quand ce sont des grosses situations de conflit ouvertes, et puis pouvoir revenir chez eux. C'est ce à quoi aspirent les personnes. Retrouver leur terre, retrouver leurs biens, retrouver leur maison, retrouver l'endroit où ils sont nés, là où ils ont grandi, là où leur famille a vécu, etc. À ce sujet, vraiment, je te coupe 2 secondes, mais vraiment pour témoigner aussi de ce que j'ai vu quand j'étais partie en reportage au Pakistan à la suite des inondations monstres qui avaient touché le pays il y a 2 ans, si je me souviens bien. Je ne sais pas si vous en aviez entendu parler, mais 1/3 du pays, en gros, avait été ravagé. Énormément de gens avaient perdu leurs habitations et se retrouvaient à vivre soit dans des camps, justement, de déplacés internes, donc on appelle les IDPs en anglais, soit vraiment dans une tente sur le bord de la route, là où il n'y avait pas d'eau, parce que certains endroits, il y avait de l'eau jusque-là, pour l'avoir vu de mes propres yeux. Et en fait, toutes ces personnes, effectivement, me disaient, même si c'était la 2e ou la 3e grosse inondation qu'elles avaient vécue, que pour l'instant, tout ce qu'elles espéraient, c'était de pouvoir retourner dans leur village et reconstruire leur maison et ne pas quitter leur pays. Mais potentiellement, ces personnes-là étaient conscientes aussi qu'il y avait un risque de nouveau de subir des inondations dans les prochaines années ou les prochaines décennies. Potentiellement, ces personnes-là seront des réfugiés climatiques qu'on verra arriver en Europe dans quelques décennies. Mais vraiment, ça ne sera pas quelque chose de, loin de là, de choisi, puisqu'elles n'aspirent qu'à rester en réalité, malgré toutes les difficultés qu'elles peuvent traverser. Oui, ça fait une transition très naturelle à ce que j'allais dire aussi, c'est que quand on travaille sur la question des migrations, c'est travailler sur des enjeux diplomatiques, des enjeux internationaux, des enjeux démographiques, des enjeux économiques, et c'est ce qui fait à la fois la complexité et évidemment l'intérêt de cette vaste discipline. Donc sur la partie des BPI, en tout cas, ceux qui sont arrivés en France et qui se sont vus reconnaître la protection internationale, au regard de tout ce qu'on a évoqué, eh bien, il faut des politiques publiques spécifiques parce que ces personnes-là ne sont pas venues en France pour suivre un conjoint ou une conjointe, pour un emploi spécifique, mais bien parce qu'elles ont fui une situation dans leur pays qui les mettait en danger. Et ça, c'est à nous de voir si on a envie, en tant que société et en tant que citoyens et citoyennes,
de voir continuer, perdurer ces grandes règles internationales qu'on a érigées après la Seconde Guerre mondiale en réalité. Et ce qui est intéressant, c'est que les études qu'on a à ce sujet-là, les grandes études macroéconomiques qui ont été faites, en fait, elles montrent que la politique de l'asile en soi n'a pas véritablement de coût pour les sociétés d'accueil. Alors, c'est un résultat scientifique qui mérite d'être discuté en permanence, bien évidemment, mais c'est vrai que la question qu'on a envie de poser, c'est est-ce qu'on veut vraiment et véritablement se priver du droit d'asile, des institutions qui l'encadrent et de cette grande politique humaniste qu'on a mis du temps à construire pour une politique qui finalement ne représente pas un coût pour notre pays. Et ça, je pense que c'est une vraie question qui est très importante et qu'il faut toujours se rappeler quand on s'intéresse à la question des BPI. Est-ce que vous pouvez rappeler brièvement l'intuition de pourquoi elle ne représente pas un coût ? Alors bien sûr, c'est les éléments qu'ont développé tout à l'heure Jérôme. La réalité, c'est ce qu'on dit nous quand on est sur les bénéficiaires de la protection internationale, qui ne sont pas venus ni pour travailler, ni pour étudier, ni pour une raison de contribution directe. Eh bien, c'est parce qu'en réalité, c'est ce qu'on appelle nous les économistes les phénomènes d'équilibre général. C'est qu'en réalité, un individu, c'est un travailleur, une travailleuse, c'est un consommateur, une consommatrice, des investisseurs, des porteurs d'innovation. Et qu'en réalité, et c'est aussi ce que tu disais tout à l'heure, c'est que les réfugiés qu'on reçoit, ce sont souvent des gens assez jeunes, et donc en fait, ce ne sont pas du tout des consommateurs des transferts sociaux, bien au contraire. Et donc en fait, par ces espèces d'effets de bouclage dynamique, c'est-à-dire le fait que les personnes, bien sûr, elles vont recevoir les bienfaits de la politique publique, des transferts, en fait, en réalité, quand elles vont travailler, elles vont payer des cotisations sociales, comme tout le monde, elles vont payer des impôts. Si vous pensez que la plupart, il y a une grande partie des gens qui ne payent pas d'impôts directement, elles paieront au moins la TVA, ce qui est un impôt direct qui concerne tout le monde, etc., etc. Et donc c'est là où c'est fondamental sur la question des BPI, où on a des questions spécifiques, c'est qu'on a des personnes qui ont fui leur pays et qui sont pour beaucoup très diplômés. Typiquement, les Syriens qui ont quitté leur pays en premier, c'est des gens qui sont diplômés, qui sont ingénieurs, qui sont médecins. Et ces personnes-là, en réalité, plus on va faciliter leur intégration rapidement en les accompagnant dans la reconnaissance de leur diplôme, dans l'accompagnement de la langue. J'ai rencontré beaucoup de Syriens, par exemple, qui parlent un français absolument impeccable. Je veux dire, si on fait ces accompagnements-là, alors on va plus rapidement récupérer les taux d'emploi, les taux de rémunération. On va les rendre plus rapidement contributeurs nets, et c'est ce à quoi aspirent les gens. Quand ils ont quitté leur pays sous la contrainte, c'est ce à quoi ils aspirent. Et en mettant en place ces politiques publiques spécifiques, vraiment qui vont les accompagner dans l'apprentissage de la langue, dans la connaissance de notre système administratif qui a été évoqué tout à l'heure, parce que je pense qu'on a tous eu des difficultés un jour ou l'autre à faire une démarche administrative, donc il faut imaginer quand on vient d'un pays qui est complètement différent et qui fonctionne totalement différemment, eh bien ces éléments-là doivent être pensés spécifiquement pour ce sous-groupe-là. Super, merci. Merci. Du coup, jusqu'ici, on a dressé un panorama de ce que sont la diversité des situations migratoires. Maintenant, j'aimerais qu'on déplace un peu la focale et qu'on en vienne à s'interroger sur le débat public en tant que tel, et le débat public sur l'immigration en particulier. Donc, ma prochaine question, elle est pour Tania Rachaud. Tout à l'heure, quand je vous ai présenté, j'ai oublié de mentionner que vous êtes aussi membre de l'association Desinfox Migration, dont la raison d'être est justement de contribuer à ce que le débat public sur ces questions soit fondé scientifiquement. Donc, j'ai deux questions pour vous. La première, c'est quel est le constat, vous, que vous portez sur l'état du débat public sur les enjeux migratoires, que ce soit politique ou médiatique? Et la deuxième question, c'est comment expliquez-vous la dissonance entre l'état des connaissances scientifiques et les arguments qui sont relayés dans ce débat public? Oui, alors effectivement, il y a un décalage énorme. C'est-à-dire que depuis tout à l'heure, on vous dit plein de choses qui sont passionnantes, mais que probablement vous avez très peu entendu. Alors médiatiquement, si vous vous informez, souvent quand on demande aux collégiens ou lycéennes comment ils s'informent, c'est en règle générale sur TikTok. Bon, mais quand bien même, vous avez peut-être vu des vidéos sur les sujets de migration, et probablement, ce n'étaient pas des vidéos qui vous expliquaient à quel point, et quand il y a une intégration par le travail, ça se passe bien sur le long terme, ça n'a aucun effet, que la délinquance des étrangers, elle est liée à leur situation de précarité. Je fais des grands résumés, désolé, mais ça, on en entend très peu parler. Alors, pourquoi ? Ok, donc je pense qu'il y a évidemment plusieurs réponses. La première, c'est que en fait, quand on parle de migration, c'est hyper compliqué.
c'est hyper compliqué, c'est hyper diversifié. Les gens qui sont immigrés, ils ont plein de visages différents. Et tout ça, c'est pas lisible et c'est pas facile à mettre dans une vidéo de 30 secondes. Et donc, on va simplifier à l'extrême, un peu à cause des réseaux sociaux aussi, la figure de ce qu'est l'immigré et ce qu'est l'étranger pour la rendre lisible et la rendre compréhensible à notre cerveau. Si je vous dis, je sais pas, un immigré, c'est 5000 situations différentes, bah, c'est pas très clair et pas très assimilable. Si on vous donne une image d'une personne, donc un homme probablement de couleur noire sur un bateau, bah, le cerveau l'assimile plus. Et par ailleurs, deuxième raison probablement, qui est cette fois-ci située au niveau médiatique, eh bien aujourd'hui on assiste à ce qu'on va appeler une concentration des médias, c'est-à-dire qu'il y a tout un paquet de médias qui appartiennent à la même personne, et notamment donc, ce qui s'appelle la sphère Bolloré, disons, c'est-à-dire CNews, Sud Radio aussi, oui. Europe 1, je les oublie tous, Valeurs Actuelles, JD News, bon bref, un paquet de médias qui ont une vision unique du sujet et qui ne la présentent que d'une façon. Et par exemple, Bolloré, c'est aussi les magasins relais que vous avez dans toutes les gares et tout ça. Et typiquement dans les magasins relais, bah, du coup ça me fait penser qu'il y a Marianne, Le Point, et ben, vous les voyez bien mis en avant avec, il y a une grosse chance qui parle de migration quoi qu'il arrive, là je crois que c'était la naïveté des Français, un des derniers titres, et donc c'est l'utilisation de ce sujet de façon quasi quotidienne, alors qu'on a dit ce sujet il touche 10% de la population française. Et pourtant c'est tous les jours dans les médias. Pourquoi ? Parce que la façon dont le débat politique s'en empare, particulièrement à droite et à l'extrême droite, c'est en faisant peur et en créant de la colère. Donc voilà, ils sont dangereux, ils volent vos métiers. Ça fait peur, ça crée de la colère, ça fait du clic sur les réseaux sociaux. C'est aussi simple que ça là-dessus. Et vous le savez peut-être, ou vous le vivez peut-être, quand vous voyez quelque chose qui vous a choqué, vous allez le partager plus vite que quelque chose qui vous avait fait plaisir, c'était cool, c'était sympa. Au mieux, vous l'envoyez à un pote, et voilà. Et donc, ce sujet de la migration, il est instrumentalisé à cet effet de rendre plus visibles des solutions simplistes. Je suis politique de droite ou d'extrême droite, eh bien, pour résoudre le problème de la criminalité en France, on n'a qu'à déplacer tous les étrangers à Saint-Pierre-et-Miquelon, et c'est bon, c'est réglé. Mais évidemment que non. C'est impossible de faire ça, parce que ça n'a aucun sens, et que, évidemment qu'il y a plein de nationaux qui malheureusement sont aussi délinquants. Et troisième raison, je pense, il faut aussi avoir un peu d'honnêteté envers nous-mêmes, le monde de la recherche qui produit donc plein d'informations sur les questions de migration. Donc moi je me suis intéressée aux droits fondamentaux en Europe et comment, je sais pas, on protège la dignité humaine des étrangers en lisant des décisions de justice, etc. Bon, moi quand j'ai fait ma thèse, clairement je la faisais pas pour qu'elle soit lue par le grand public. Je pense que voilà, elle est publique, allez-y, regardez, et vous n'allez pas dépasser 10 lignes parce que c'est pas écrit pour le grand public, quoi. Et donc ça, c'est un travail qui est compliqué de notre côté parce que on n'est pas... la recherche française ne cherche pas spécialement à visibiliser les travaux auprès du grand public, et c'est un effort supplémentaire aujourd'hui pour nous d'essayer, par exemple, ici de rendre nos travaux le plus simplement possible, en fait. C'est vraiment très compliqué. Et donc ça, par exemple, avec l'association Desinfox Migration, c'est un effort qu'on fait. On prend les chercheuses et les chercheurs, on les assoit et on leur dit, voilà, vous avez un message à faire passer, c'est lequel ? Ils sont pas bien, ça leur prend 1 heure de transpiration, d'angoisse, tout ça. Mais au bout d'un moment, on arrive un petit peu à se faire dire, bah voilà, si on devait dire vraiment un truc, c'est ça absolument. Et donc, c'est le troisième point, c'est à mon avis aussi parce que donc, la recherche n'est pas bien rendue publique, parce qu'on n'est pas bien taillé pour, et que du coup, le temps des médias est aussi pas le même, où quand on parle de migration, souvent c'est pour 2 raisons, un fait divers ou un politique qui en a parlé. Voilà. Et donc le journaliste va dire ah bah le politique propose une nouvelle loi, appelle un chercheur qui va lui dire est-ce que vous pouvez réagir dans 1 heure. Et évidemment le chercheur ou la chercheuse dit 1 heure, c'est-à-dire 1 heure dans 1 mois. Donc voilà, bon, il y a un problème aussi de cohérence, et donc ça crée des difficultés de faire transparaître tout ce qu'on vous a dit. Et je finis par là, des journalistes comme Nejma qui sont spécialisés en questions de migration. Bah franchement, en France, il y en a une dizaine, en fait.
dans les rédactions. Et ça aussi, c'est un problème parce que finalement, qui va s'occuper du sujet ? Les journalistes politiques qui traitent de 1000 sujets différents et qui, du coup, c'est difficile pour eux de contredire, d'être face à quelqu'un qui dit tous les étrangers sont des délinquants. Le journaliste, il ne sait pas trop, il a plein de sujets, il ne peut pas dire mais non, c'est n'importe quoi. Vous ne connaissez pas les études de Jérôme Valette, ce qui est d'ailleurs vraiment arrivé avec Retailleau sur un plateau télé. Bon. Et donc voilà, c'est soit les journalistes politiques, soit les journalistes police-justice qui n'ont pas non plus particulièrement de connaissances en matière de migration. Et donc ça aussi, c'est un effort que nous, on fait maintenant, c'est de venir dans les écoles de journalisme, former les journalistes directement sur ce qu'on vous a expliqué là et ce qu'on explique régulièrement sur les sujets de migration. Je crois que Benjamin, vous vouliez rebondir. Oui, merci beaucoup. J'aimerais ajouter un élément qui me paraît très important, qui a trait au fonctionnement de nos institutions directement et qui a trait au fonctionnement du modèle français. On a un système qui n'est pas aussi perméable sur la circulation des chercheurs et l'administration centrale. Alors, on en avait déjà discuté avec Jérôme. En réalité, il y a assez peu d'économistes des migrations en France qui travaillent directement auprès d'un service qui est rattaché à un ministère. Des gens très spécialisés, qui connaissent très bien le sujet, qui travaillent dessus depuis des années. Donc Jérôme, Anthony, et il y a peut-être un autre collègue, mais c'est très peu de gens. Or, la question de l'immigration, là on parle beaucoup des aspects intégration, emploi, sécuritaire, mais en réalité la question de l'immigration c'est aussi un enjeu très stratégique. Si vous prenez les États-Unis par exemple, c'est quand même un pays qui est à la pointe de l'innovation et qui a une grande part d'étrangers dans les personnes qui occupent des emplois d'innovation et qui a compris l'intérêt de la circulation des savoirs, etc. Et donc ça, je trouve que c'est intéressant aussi de l'avoir en tête, c'est que d'une part, la question migratoire en France à l'heure actuelle, elle est logée sous la houlette du ministère de l'Intérieur. Et cette gestion administrative-là, elle n'a pas toujours eu lieu de cette manière-là. Ça, c'est la première chose. Donc c'est un angle plutôt sécuritaire dans la manière de le traiter. Et ce n'est pas une critique du ministère de l'Intérieur que je formule, c'est plutôt l'idée que quand on a une direction générale des étrangers en France qui est à l'intérieur du ministère de l'Intérieur, eh bien forcément, l'ADN qui est imprimé sur la manière de travailler cette question-là, eh bien, elle reflète l'ADN du ministère de tutelle. Et donc ce qui est intéressant, c'est que la question de l'immigration, dans le ministère de l'économie par exemple, pour avoir travaillé à la direction générale du Trésor plusieurs années, eh bien, il n'y a pas de bureau qui s'intéresse à la question de l'immigration. Il n'y a pas une équipe d'économistes qui est dédiée à cette question-là d'un point de vue stratégique sur l'emploi, etc. Et au niveau des ministères sociaux, donc je pense à la DARES ou à l'adresse, c'est vrai qu'il y a une certaine difficulté aussi, et parfois à communiquer avec le ministère de l'Intérieur, obtenir les bonnes données pour travailler ce sujet-là. Et ça s'amplifie avec le fait que typiquement, à la Direction générale des étrangers en France et au ministère de l'Intérieur en général, eh bien, on n'a pas de spécialistes scientifiques de la question migratoire, alors qu'à mon sens, il y aurait un intérêt d'avoir des gens qui connaissent très très bien ce sujet-là, qui maîtrisent les données, qui connaissent les modèles pour pouvoir formuler des politiques publiques. Et donc du coup, la réaction qu'on a quand on a un crime ou un délit sur le territoire français, c'est le ministère de l'Intérieur qui va se déplacer et donc qui va couvrir médiatiquement cette problématique-là. Et donc tout ça, je pense que c'est un aspect à ne pas négliger et qu'il faut aussi qu'on ait en tête dans la manière dont on a conçu et dont on conçoit la construction de notre politique publique en France. Ouais, c'est une perspective qui est intéressante. Mais j'aimerais revenir sur ma question. Pourquoi un tel traitement, et notamment dans les médias Tania, vous nous avez parlé de la bolorisation de l'espace médiatique. Moi, ma question s'adresse à Nechma Brahim, qui est la praticienne du journalisme autour de la table. Et c'est une question piège à laquelle vous n'êtes pas obligé de répondre. Mais quand même, c'est pas seulement Bolloré, ces stéréotypes dans les médias sur les questions migratoires. Donc vous, à votre avis, en tant que praticienne, comment ça se fait que vos collègues ne traitent pas le sujet de la même façon que vous le faites ? On en discutait tout à l'heure. C'est vrai qu'en fait, en France, au sein des grandes rédactions nationales en tout cas, on est une poignée de journalistes spécialisés. C'est un problème en soi. C'est vrai que c'est un choix sur le plan éditorial d'investir dans des moyens humains exclusivement sur ces questions-là, d'avoir une rubricard de migration. C'est sûr, c'est un choix éditorial. Ça veut dire qu'on en fait aussi une priorité à un moment donné dans notre couverture de l'actualité.
Maintenant, au vu de ce qui se passe et de l'importance que prend la question migratoire en France, mais aussi partout ailleurs dans le monde. On le voit à l'échelle européenne, on le voit aux États-Unis aujourd'hui, notamment avec Donald Trump. Partout, on constate que ce sujet prend de l'importance. Je pense que ça vaut le coup d'avoir quelqu'un de spécialisé qui, justement, va maîtriser toutes les notions, toutes les spécificités, tous les aspects un peu techniques, parce que parfois c'est vrai que c'est technique. Et donc, pouvoir derrière, une fois qu'on maîtrise ça, ça prend un peu de temps, l'expliquer ensuite aux lecteurs et aux lectrices ou aux téléspectateurs, hein, si on parle de télévision. Pourquoi les autres médias ne font pas ce choix, je ne sais pas. Pourtant, ce sont des médias qui ont plus de moyens que nous, pour le coup. Nous, Mediapart, on reste un journal indépendant avec pas tant de journalistes que ça, finalement. On est une soixantaine, plus une soixantaine de pigistes, collaborateurs, collaboratrices, en France et à l'étranger. Bon, c'est pas grand-chose. Si je compare au Monde, ils étaient, en tout cas aux dernières nouvelles, un peu plus de 500. Le Monde, ils ont une journaliste spécialisée qui travaille très bien, mais voilà. Les autres grands médias, je ne comprends pas pourquoi ils ne font pas ce choix-là. Est-ce que c'est parce que ça ne fait pas partie de leur priorité éditoriale ? Est-ce que c'est... Je ne pense pas que ce soit une question de moyens. Est-ce que c'est de la pure flemme ? Flemme d'avoir un journaliste ou une journaliste spécialisée sur ça. On peut les mettre ailleurs, à la politique ou autre. Mais c'est sûr que ça engendre des problématiques en termes de traitement, puisqu'on va avoir des journalistes qui n'y connaissent rien, qui vont ensuite venir parler de ces sujets-là à la télévision ou écrire des articles sur ça, et qui vont donc forcément, c'est normal, se tromper, ne pas utiliser les bons termes, faire des contresens, ne pas arriver à expliquer ce qu'ils voudraient expliquer aux lecteurs et aux lectrices. Bon, moi je pense que c'est un vrai souci. Et après, il y a effectivement les médias que Tania évoquait, notamment de la sphère Bolloré, mais pas que, parce que j'ai vu ce matin que Valeurs Actuelles venait d'être racheté par un trio de milliardaires, dont, comment il s'appelle, Pierre-Édouard Stérin, pour ceux qui le connaissent. Donc il n'y a pas que la sphère Bolloré, mais c'est vrai que c'est un gros morceau. Là, pour le coup, je pense que c'est dans un objectif de désinformation, en fait. C'est-à-dire qu'on va préférer continuer de dire des bêtises sur ce sujet-là pour mieux manipuler la société française, et ça, c'est regrettable. Ça sert à un agenda politique. Jérôme Vallet, je crois que vous vouliez rebondir. Et alors, juste une précision, il nous reste 5 minutes dans notre discussion avant de l'élargir aux questions du public. Et dans votre réponse, j'aimerais que vous veniez aussi nous éclairer sur ce qu'on sait des déterminants de la façon dont ce débat médiatique s'organise, et puis peut-être aussi un peu sur les conséquences politiques, sociales, économiques. Ok, ouais, non, c'est une question super importante. Quand on parle de cette surmédiatisation du phénomène migratoire, etc., bon, ok, on parle plus d'immigration sur certaines chaînes. Mais est-ce que ça a un effet ? C'est ça qu'on a envie de savoir. On a envie de savoir, est-ce que CNews, avec 4% des audiences, donc sur 100 personnes qui regardent la télé, il n'y en a que 4 qui regardent CNews, est-ce qu'avec 4% des audiences, ils arrivent à convaincre 30-40% des électeurs, par exemple ? Et donc ça, c'est difficile à faire, hein, c'est un travail qui est de longue haleine. Pour CNews, on ne sait pas. Pour CNews, pour le coup, on ne sait pas, pour des raisons méthodologiques, j'y reviendrai pas, mais on a des exemples. On a par exemple Fox News. Vous avez peut-être entendu parler de Fox News, qui est la chaîne qui a notamment permis à Donald Trump de gagner énormément en exposition et en droit. Et là, ce qui est sympa, c'est que c'est Fox News, il n'a pas été implémenté comme CNews d'un coup pour tous les téléspectateurs en France, mais il a été implémenté un peu séquentiellement, parce que c'était sur le câble. Et donc, vous aviez des villes américaines qui ont d'abord reçu Fox News, et puis d'autres qui l'ont reçu bien après. Et donc ça, c'est chouette, parce que ça nous permet de comparer les votes de ces villes qui ont reçu Fox News avant avec les votes des villes qui ont reçu Fox News après. Fox News qui parle énormément d'immigration et de manière très négative. Et ce qu'on voit, c'est que oui, ça a un effet. On estime, alors ça dépend comment vous faites votre calcul, mais on estime qu'il y a à peu près entre 10 et 20% des gens qui n'étaient pas contre l'immigration, qui en regardant cette chaîne, deviennent anti-immigration et augmentent leur vote pour les républicains dans le cas des États-Unis. Donc c'est un effet important. Et ça, c'est ce qu'on appelle dans le jargon des sciences, mais c'est pour vous donner un effet de framing, de cadrage. C'est-à-dire que la façon dont vous allez parler du sujet migratoire, elle va jouer sur ce que les gens pensent du sujet migratoire. Je vous donne un autre exemple. En Allemagne, vous avez une interdiction de donner, lorsque vous reportez un crime ou un délit qui a été commis, vous avez une interdiction de reporter la nationalité ou l'origine de la personne.
Et puis en 2016, après certains événements, il y a un journal, le Sächsische Zeitung, qui est un petit journal local, Stania le prononce mieux que moi, désolé, qui s'est dit mais non, on va arrêter de faire ça. Maintenant, on va toujours donner l'origine. Dès qu'on la connaît, on dira, voilà, hier, il y a un homme de 25 ans qui a été arrêté, c'est un Allemand, ou alors c'est un Syrien, ou alors c'est un Allemand, etc. Qu'est-ce qui se passe? Évidemment, par définition, on vous a donné les chiffres, il y a beaucoup plus de natifs que d'immigrés. Donc la plupart des articles, ils vont dire, au lieu de rien dire comme avant, c'est un Allemand, c'est un Allemand, c'est un Allemand, c'est un Allemand. Et quand on regarde les gens qui sont dans la zone de diffusion de ce journal, et qu'on les compare par rapport à ceux qui ne sont pas exposés à ce journal, qui sont bien plus loin, ben on remarque qu'après le changement de politique de report, maintenant que le journal dit systématiquement que la plupart des criminels c'est un Allemand, ben quand on regarde dans les enquêtes d'opinion, on voit que les gens sont beaucoup moins à même de répondre oui à la question est-ce qu'il y a un lien entre immigration et délinquance. Les gens se disent bah non, finalement, le lien entre immigration et délinquance, il n'est pas si clair que ça. Une grande partie de la criminalité est le fait de natifs. Et je finirai par une dernière chose, et là Tania, elle ne va pas être contente que je sois là à côté d'elle, sur l'impact du fact-checking. Puisque ce que fait Desinfox, par définition, c'est dire ok, ben, si les gens sont mal informés sur l'immigration, allons les informer. Allons faire du fact-checking. Allons leur dire, allez, qu'est-ce que vous pensez, comme on a fait tout à l'heure? Qu'est-ce que vous pensez de ce sujet d'immigration? Combien il y a d'immigrants en France? Vous répondez un truc, c'est faux. On vous dit, bah non, vous y connaissez rien. Voilà le bon chiffre. Mais qu'est-ce qui se passe quand on fait ça? Ce qui se passe, c'est que les gens, quand ils sortent de la salle, et c'est ce qui va se passer avec vous, vous serez mieux informés en sortant qu'en rentrant. Vous connaissez plus de choses sur l'immigration. Donc ça, c'est l'effet du fact-checking qui est très bénéfique, c'est que les gens sont informés. Mais avec ça, il y a un autre effet négatif qui est beaucoup plus important, et donc c'est pour ça qu'elle va me donner des coups, c'est l'effet de science. Et l'effet de science, il a l'effet inverse. C'est quoi l'effet de science? C'est en fait quand je rentre dans ma salle, dans la salle d'immigration ici, vous êtes tous venus avec des croyances. Il y en a qui sont un peu pro-immigration, il y en a qui sont un peu contre, il y en a qui sont extrêmement contre, et il y en a qui au contraire pensent que l'immigration c'est exceptionnel, que c'est génial. Et là, ce qu'on a fait, c'est que pendant 1h30, on n'a parlé que d'immigration. Et ce qui se passe, c'est que l'information, vous allez la garder, mais en fait, si je vous faisais voter, et on l'a fait avec des expériences réelles à la sortie, ben, ce qui se passe, c'est qu'en fait, le simple fait de vous avoir parlé d'immigration, on est à réactiver ces préjugés préexistants, c'est-à-dire qu'on a réactivé dans votre esprit ce que vous pensez de l'immigration. Et comme c'est très coûteux pour un être humain de changer d'avis, ben, en fait, ce que vous allez faire, c'est que vous allez encore plus aller vers votre préjugé, vers ce que vous pensez initialement de l'immigration. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas faire de fact-checking? Évidemment non, il faut que les gens soient informés, il faut qu'ils voient en conscience, mais il faut aussi être conscient que chaque fois qu'on parle d'immigration, en fait, possiblement, et on l'a montré dans beaucoup d'études, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déformer le spectre d'attitude initiale vers quelque chose de plus extrême, c'est-à-dire qu'on va vous polariser. Les gens qui sont un peu pour vont devenir extrêmement pour, les gens qui sont un peu contre devenir extrêmement contre. Et donc ça, c'est quelque chose qu'il faut toujours garder à l'esprit, et ça revient à ce qu'on disait au début. On parle énormément d'immigration, mais en fait, quand vous regardez les préoccupations des Français, vous leur posez la question directement, c'est quoi vos préoccupations? La première, c'est le pouvoir d'achat. La deuxième, ça va être l'écologie. Et en fait, l'immigration, elle vient loin, elle vient un peu plus loin, elle est cinquième. Elle est cinquième. Avant ça, il y a la sécurité, la santé, etc. Donc, ce n'est pas la première préoccupation. Et pourtant, quand vous regardez dans les médias, c'est une des préoccupations qui est le plus adressée. Et ce qui se passe, on le voit dans les élections, c'est que dès qu'il y a des élections qui arrivent, hop, on se met à parler encore plus d'immigration, et ça, on le mesure dans les données de médias. On voit que les politiques en parlent beaucoup plus, un certain type de politique. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est hop, petit à petit, cette préoccupation, elle remonte. Et donc, dans un temps où on ne vous parle pas de migration, finalement, c'est que ma cinquième préoccupation. Et en fait, si on vous en parle, ça devient votre première. Et donc ça, c'est un truc très important, cet effet de science, d'importance, de visibilité qui renforce les attitudes bien plus fortement qu'en fait tout ce qu'on peut essayer de faire en termes de fact-checking, en termes de persuasion, etc. Super, merci beaucoup. Tania, vous voulez répondre brièvement pour qu'on passe au Non, en fait, je ne vais pas répondre, mais néanmoins, Jérôme, les Français et les Françaises sont de plus en plus tolérants, non? C'était aussi une... Je pense qu'on ne va peut-être pas la faire en forme de question, mais on avait une dernière question de savoir, à votre avis, est-ce que les Français et les Françaises sont davantage tolérants? Et donc, on va vous répondre directement. La réponse est quand même oui, malgré l'évolution de la société. Il y a des recherches qui se sont penchées depuis un moment. Alors, ça s'appelle l'indice de tolérance. C'est un chercheur qui s'appelle Vincent Tiberi qui s'est penché là-dedans avec un livre qui s'appelle, je ne sais plus comment il s'appelle, Droitisation, mythe et réalité. C'est ça? Le mythe de la droitisation française. Le mythe de la droitisation française. Bon, en gros, il se demande est-ce que la France se droitise? Et en substance, c'est non.
selon Vincent Tibéri. Ce qu'il nous dit, c'est les citoyens, les citoyennes ne se droitisent pas. Évidemment, il y a encore une fois le reflet médiatique qui crée une loupe disproportionnelle, mais que si on regarde en détail, eh bien, les Français et les Françaises sont de moins en moins racistes. Les Français et les Françaises sont de moins en moins antisémites. Et qu'ils sont globalement de plus en plus tolérants. Donc, vous êtes au moins informés, vous avez des outils pour réfléchir. Regardez, faites attention aux sources, c'est votre message, le message évidemment qu'on passe, que vos enseignantes vous passent probablement tout le temps. Et pour le reste, je crois que c'est le moment des questions. Exactement, merci beaucoup. Donc, passons. Merci. Donc on a 30 minutes devant nous pour prendre vos questions. On a une assemblée qui est très hétérogène en âge. Ce que j'aimerais qu'on essaye de faire, c'est alterner dans les questions, à la fois en termes de genre et à la fois en termes d'âge. Et peut-être qu'on peut prendre une série de 3-4 questions avant que les intervenants y répondent. Bonjour, merci beaucoup. Dans la question justement de l'information, il me semble qu'il y a une chose que vous n'avez pas abordée, c'est ce resserrement de l'entrée légale qui provoque une extension de l'entrée illégale. Vous avez parlé des sans-papiers, d'une part, et des réfugiés, ou en tout cas des demandeurs d'asile et des bénéficiaires de la protection internationale. C'est la traduction de BPI, pour ceux qui n'auraient pas compris. Si ce ne sont pas les seuls étrangers, de manière générale, qui souhaitent rentrer en France. Mais rentrer en France de façon légale est devenu de plus en plus difficile. Et finalement, des gens qui auraient pu rentrer de façon légale, pour X raisons, sont contraints de rentrer de façon illégale. Et ça augmente ce que nous, à la CIMAD, on appelle la fabrique des sans-papiers. Et ça n'aide pas. Et je pense que c'est important qu'on soit tous informés de ça aussi. C'est que si on laissait des personnes qui ont une vraie raison de venir en France ou en Europe venir légalement, plus facilement, ce que Pierre-Édouard Sterrin et ses amis appellent le flux migratoire ne serait pas le même. Merci beaucoup. On prend encore 2-3 questions ? Pardon, les invités se rebellent, on va faire questions-réponses. Merci beaucoup. Sur cette réponse, brièvement, c'est pas vraiment une question, mais juste sur cette remarque. Donc en effet, il y a pas mal de recherches qui travaillent sur la fabrication des faux illégaux. Je pense à un article de Madame Hélène Thiollet qui est sorti là très récemment et qui est excellent sur le sujet. En effet, on a un véritable resserrement de notre politique migratoire et qui crée en fait le fait qu'on n'ait pas de véritable axe d'entrée légaux, alors même qu'on a des besoins de main-d'œuvre évidents, et la DARES le rappelle tous les trimestres. Donc en effet, il ne faut pas oublier cet aspect-là, mais je compléterai même sur un des points que vous évoquez et que n'importe qui aurait pu le dire ici, c'est que notre système d'accueil des personnes même qui sont légales crée des illégaux périodiquement, juste par des problématiques de renouvellement de titre de séjour, par exemple. Exactement. Et donc, du coup, c'était le cas qui était évoqué précédemment dans l'intervention. Donc ça, c'est quelque chose de très important à avoir en tête. Et qu'en réalité, en fait, le cycle de renouvellement des titres de séjour, alors même que les personnes sont déjà arrivées, eh bien, ça peut faire gonfler artificiellement les chiffres des illégaux. Et ça fait également gonfler artificiellement certains accès à certains droits sociaux, puisque dans certaines situations, on n'a pas le choix que d'aller vers un dispositif plutôt qu'un autre, alors qu'on est dans une situation parfaitement légale. Et dans le bouquin là, avec Najat Vallaud-Belkacem, on évoque notamment le coût qu'il faudrait évaluer, mais le coût de l'inefficacité administrative sur certains aspects, puisque quand on a un recours contre l'administration, eh bien, on mobilise une formation de juge, on paye des avocats,
etc., etc. On retarde l'accès au marché du travail de personnes qui y sont déjà et qui ont une suspension de leur titre de séjour, etc., etc. Et donc ça, c'est très, très important de le souligner, en plus de ce resserrement des primo-arrivants. Et juste pour compléter, ce que vous évoquez est hyper intéressant. C'est-à-dire qu'en fait, la politique publique elle-même crée des perceptions particulières. Et donc, vous parlez des entrées, mais de la même manière, les sorties, ces fameux OQTF dont tu parlais tout à l'heure, c'est la même chose. En France, on est rarement les champions de quelque chose, mais là, on est les champions des OQTF délivrés. On est à 130 000 par an. L'Allemagne, par exemple, c'est 40 000, même 150 sur les années récentes. Et donc, du coup, on dit on est super, on a plein d'OQTF et en fait, on ne les exécute pas. C'est-à-dire qu'il n'y a que 10% des OQTF qui sont exécutés. Mais en fait, c'est un choix. C'est-à-dire que le fait de donner des OQTF à n'importe qui, c'est-à-dire une personne qui aurait un problème administratif, qui n'aurait pas renouvelé à temps son titre de séjour, qui se verrait frapper d'une OQTF, expérience vécue, un étudiant de master qui va démarrer sa thèse en janvier parce que l'année universitaire se finit en septembre et qui est frappé d'une OQTF entre-temps alors qu'il a un contrat prêt en janvier et sa situation va être régularisée, ça crée un sentiment de, en fait, il y a une impunité. En fait, les gens ne partent pas. Alors que, en fait, si vous regardez l'Allemagne qui se concentre sur les OQTF dont on sait qu'elles vont pouvoir être exécutées, en France, si vous regardez par exemple les OQTF de troubles à l'ordre public, donc qui sont liés à de la délinquance, c'est uniquement 5% du total des OQTF. Et là, les exécutions sont très fortes. C'est 45%. On en a 1 sur 2 de délinquant qui est bien renvoyé dans son pays d'origine quand il est en situation illégale. Donc effectivement, vous avez raison, la définition même de la politique publique va agir ensuite sur les perceptions et sur la façon dont les gens voient l'immigration. Vous avez dit à la fin qu'il n'y avait pas de droitisation des Français, mais pourquoi dans les votes ça ne se voit pas et au contraire on voit une montée de l'extrême droite? Alors vous n'avez pas l'âge, je pense, non, pour voter? Si? Non, c'est dommage que j'allais dire. Est-ce que vous êtes allé voter? Et la réponse aurait probablement été pour les jeunes, pas beaucoup. Donc après, c'est pas ma spécialité, donc je vous invite à lire en détail l'ouvrage de Vincent Tibéri. Enfin, ou pas d'ailleurs, vous verrez, mais, parce que c'est un peu technique quand même. Mais il y a une part aussi de quand on a un pourcentage de vote, il est aussi lié aux votants. Et donc il ne faut pas oublier le taux d'abstention qui est assez important en France. Voilà, donc je ne sais pas s'il y a des compléments de réponse, mais ouais, vas-y. Je peux rajouter des éléments. En fait, ce que montre Vincent Tibéri dans son ouvrage, c'est que les gens sont de plus en plus tolérants quand on calcule la moyenne sur la population. Mais ce n'est pas tant un effet intrapersonnel où des gens auraient leurs opinions qui évoluent, c'est plutôt les générations qui viennent les unes après les autres, elles sont de plus en plus tolérantes. Donc en fait, ce qu'il dit, c'est que votre génération, elle est plus tolérante en moyenne que celle de vos grands-parents. Et c'est ce changement de population au fil du temps qui se reflète dans une progression de la tolérance dans la société. Question suivante. C'est quoi l'indice longitudinal? C'est quoi l'indice longitudinal? Un indice longitudinal, c'est simplement un indice qu'on est capable de mesurer dans le temps. Et donc, dans longitudinal, il y a longue période. Donc, c'est quelque chose qu'on est capable de mesurer dans le temps, tout simplement. Donc là, entre 1990 et 2023. Bonjour, j'avais une question un peu technique sur la nomination récente de Guillaume Larrivé à la tête de l'OFII, de la présidence de l'OFII. Et est-ce qu'il y a vraiment une incidence sur les politiques que l'OFII va faire? En gros, en quoi est-ce que ça consiste? Parce que c'est quand même un proche de Bruno Retailleau. Ces missions de présidence, est-ce qu'il peut vraiment inflexer une direction différente aux politiques de l'OFII? Merci pour cette question. C'est pas facile d'y répondre, mais je vais quand même essayer de proposer des éléments. Quand on est directeur d'administration, on est capable de proposer des orientations et par ailleurs de choisir lesquelles des propositions qui sont faites à l'intérieur de l'administration vont être mises en lumière. Donc, il semble très probable qu'en arrivant à la direction de l'administration aux côtés de M. Leschly, en effet, il soit possible de poser son empreinte, de poser sa patte sur le sujet.
La difficulté qu'on a, et qu'on a un petit peu évoqué tout à l'heure sur la partie, en tout cas BPI notamment, c'est cette difficulté à faire reconnaître la spécificité des réfugiés. Je sais que Jérôme bosse un peu sur le plus gros programme Agir, qui est un très gros programme d'intégration à destination des réfugiés. Jusqu'à maintenant, les réfugiés n'étaient pas obligés de signer le contrat d'intégration républicaine pour accéder au programme Agir. Ils y sont obligés. Donc en fait, on contourne la spécificité des bénéficiaires de la protection internationale, qui ne sont normalement pas obligés de signer ce contrat d'intégration républicaine. Et puis avec le programme Agir, on les oblige. Et donc ça, ce qui est un peu embêtant à mon avis, c'est qu'en les obligeant, déjà, on fausse les chiffres de notre politique publique, qui va permettre potentiellement de faire un peu un étendard de cette politique publique qui est le contrat d'intégration républicaine. Et puis on n'arrive pas à mettre en place une véritable politique publique à destination des BPI. Donc de manière générale, au sein de l'administration, quand on dirige une administration, bien sûr qu'on a un certain pouvoir d'orientation des décisions ou de porter plutôt certaines réformes plutôt que d'autres, ou par exemple la manière de structurer le système de données, par exemple, ou de permettre l'accès aux données aux chercheurs, etc. C'est très probable que ça permette de créer une certaine orientation à l'intérieur de l'office. Voilà. Je pense que c'est difficile d'imaginer que ce n'est pas possible. Bonjour, moi je me demandais, vous vous basez sur quelles caractéristiques pour mesurer la tolérance des Français? Je me fais le porte-parole de Vincent Tibéry. Alors, donc il faut savoir, et on précise que ce n'est pas nous qui avons produit ce graphique. Donc en gros, l'indice de tolérance, c'est un questionnaire avec un ensemble de questions qui portent sur finalement les stéréotypes qu'on a vus tout à l'heure et qui demandent aux interrogés s'ils sont d'accord, pas d'accord ou pas du tout d'accord. Voilà, on va les interroger sur les stéréotypes qui portent sur telle ou telle population. Ça porte sur les questions de racisme, ça porte sur les questions de xénophobie, sur les questions de discrimination de genre. Et c'est à partir de ces questionnaires qui construisent cet indice. Oui, puisque vous parlez de stéréotypes depuis le début. Donc il y en a un sur lequel vous avez insisté, ça a attiré mon attention, quand vous avez parlé des Italiens. Et à 2 reprises, vous avez dit que les Italiens, à un moment donné, ont été fortement critiqués parce qu'ils étaient trop catholiques. Et ce que je trouve intéressant, c'est, entre guillemets, l'évolution des stéréotypes, à savoir qu'aujourd'hui, moi je suis souvent confrontée à cette situation, c'est-à-dire que j'ai autour de moi des gens qui profèrent des propos ouvertement racistes, en particulier contre les Maghrébins. Et lorsque je leur fais remarquer qu'ils sont eux-mêmes d'origine, par exemple, italienne, souvent, les grands-parents, etc., on me répond immédiatement « Ah, c'était pas pareil, ils étaient catholiques ». Je trouve ça particulièrement intéressant, puisqu'il y a, fin 19e, c'est ça, début 20e, on accusait les Italiens d'être trop catholiques, et c'est rigolo, parce que ce stéréotype, c'est complètement inversé, en quelque sorte. Ça devient une excuse, si vous voulez, en quelque sorte, pour justifier le racisme, en fait, envers une population déterminée. Et ça, je trouve que c'est très intéressant, en fait. Pour réagir à votre remarque, ce que vous dites est quelque chose d'assez documenté et connu dans la recherche, c'est ce qu'on appelle la concurrence entre les différentes cohortes d'immigrés. Et donc effectivement, alors tous les stéréotypes sur les Italiens n'ont pas disparu, hein, la mafia, la corruption, etc. C'est quelque chose qui, par exemple, est encore très présent. Mais ce qu'on voit, par exemple, si vous prenez l'histoire des États-Unis est très intéressante à cet égard. Pendant très longtemps, de même qu'en France, les immigrés italiens étaient considérés comme, effectivement, les immigrés de la pire espèce, qui venaient de la mafia, qui créaient des troubles à l'ordre public, notamment dans toute la région de New York. Et puis, vous savez, après, il y a eu des conflits internes aux États-Unis qui, notamment, ont entraîné des mouvements extrêmement importants de population noire du sud vers le nord. Et en fait, ce qu'on se rend compte, c'est uniquement à ce moment-là que les Italiens ont commencé à faire partie de la communauté native américaine et ont commencé à être considérés comme des vrais Américains. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on observe toujours, si vous voulez, c'est-à-dire que la dernière vague d'arrivée, en fait, permet une meilleure intégration de la première, et ce qui explique aussi qu'il y a des immigrés qui sont contre l'immigration.
Il y a des immigrés eux-mêmes qui disent en fait, moi, je suis contre l'immigration parce qu'effectivement, ils sentent bien qu'il y a une concurrence entre les différentes vagues d'immigrés. Donc ça, c'est quelque chose qu'on observe de manière répétée dans l'histoire et de manière très documentée. En fait, la communauté nationale, notre représentation de ce qu'est la nation et de ce qu'est la population native, en fait, elle est très variante dans le temps. Si on faisait un indice longitudinal, elle change justement, et elle est très affectée par les nouvelles vagues d'immigration, les nouvelles cohortes. En fait, l'immigré, en général, c'est le dernier arrivé. C'est sur combien de temps à peu près C'est sur combien d'années à peu près ces vagues d'immigration? Aux États-Unis? Les deux, en France, aux États-Unis. Alors les vagues d'immigration, c'est ce que disait Benjamin, c'est toujours régulier. C'est-à-dire qu'il y en a toujours, alors plus ou moins. La France a toujours été un pays d'immigration, d'accord, et très tôt. Et on a eu 3 grosses vagues d'immigration en France. Il y a eu celle de la première période, de la première industrialisation, dans laquelle on a fait venir beaucoup de Belges, d'Italiens, de Polonais pour travailler en France. Il y a eu les 2 périodes d'après-guerre que vous a montré Morgane sur son graphique, où là encore on avait besoin de main-d'œuvre. À chaque fois, c'était un besoin de main-d'œuvre et un besoin économique. C'était plutôt un choix de la France de dire voilà, on a besoin de gens pour reconstruire le pays, pour remplir les usines, donc on fait venir des gens. La spécificité de la dernière vague migratoire, qui est donc une augmentation depuis les années 2000, c'est qu'elle n'est pas spécifique à la France, elle est mondiale, elle est partout. C'est-à-dire quand on vous explique que la France est submergée par l'immigration, etc., non seulement c'est faux en chiffres, et puis c'est pas spécifique à la France, c'est-à-dire que tous les pays développés connaissent, par la résurgence de conflits, etc., dans le monde, connaissent une pression migratoire qui n'est pas phénoménale, mais qui est un phénomène continu. Donc dire qu'il y aurait une immigration, non, il y a des vagues d'immigration dans le temps, systématiquement, c'est vrai pour tous les pays. C'est d'autant plus vrai pour la France, qui est un pays ancien d'immigration et qui a été aussi un pays d'émigration à un certain moment donné dans son histoire, comme beaucoup de pays. Mais en tout cas, on ne peut pas dire, c'est très difficile de faire des ruptures très fortes et de dire, voilà, là c'est un moment d'immigration, là il n'y en a plus. Il y en a toujours, plus ou moins. Je ne sais pas si ça répond à votre question exactement ou pas. C'était plus par rapport vous avez dit que ça a changé quand il y avait une nouvelle vague d'immigration d'une autre nationalité. Alors ça je laisserai Tania répondre parce qu'on a pour la France, non elle ne veut pas répondre. Pour les États-Unis, ça a été très très rapide. Ça a été très rapide parce que la distance culturelle entre les Noirs américains, les Blancs américains à cette époque-là était tellement grande qu'en fait la distance était beaucoup plus forte que la distance culturelle entre les Américains issus dans les WASP, donc les anciens Irlandais, etc., que les Italiens. Et donc ça s'est fait de manière extrêmement rapide. Et donc en quelques dizaines d'années, en fait, il y a eu les contournements de préjugés très forts se sont déplacés des Italiens vers les communautés noires américaines. Je veux juste rajouter un point qu'on n'a pas trop évoqué, mais en effet, la France a été l'un des plus grands pays migratoires du monde au XXe siècle. Donc ça, c'est très important. Donc il y a un peu un petit twist rhétorique qui est les gens qui vous diront c'était mieux avant. Bah oui, mais à quelle période? Parce que il y a 100 ans, la France était l'un des plus grands, sinon le plus grand pays d'accueil d'étrangers au monde. Et probablement, potentiellement de l'histoire. Donc ça, c'est un point qui est très intéressant et qui est juste un petit truc rhétorique que je trouve assez intéressant. Et pour rebondir sur juste ce qui vient d'être dit, sur la question en particulier des réfugiés, sachez que la France accueille assez peu de réfugiés en comparaison de la puissance économique qu'elle représente en Europe. Et donc c'est très faible par rapport à ce qu'accueillent les Allemands ou nos voisins. Et donc ça, c'est très important de l'avoir en tête parce que on a parlé un peu de la possession des médias par différents groupes industriels. Le fait de posséder des médias, c'est pas anodin quand on est un groupe industriel, quand on souhaite posséder des médias, il y a une raison derrière. Je ne porte pas forcément de jugement dessus, mais il y a forcément des raisons. Il y a forcément une stratégie, il y a forcément une volonté de pouvoir pousser certaines informations plutôt que d'autres. Et donc ça, c'est aussi intéressant d'en avoir conscience et de savoir qui possède les médias qu'on consomme. Et ça, je pense que c'est vraiment fondamental. Et d'ailleurs, dans la comparaison des pays d'accueil, et j'espère que je ne me trompe pas en disant que c'est dans votre livre que vous rappelez ces faits, mais qu'au moment du début de la guerre en Ukraine, l'administration française s'attend à recevoir beaucoup plus de réfugiés ukrainiens que ne sont vraiment arrivés. Oui, c'est absolument vrai. Le cas des réfugiés ukrainiens, c'est très spécifique parce qu'on a laissé la possibilité aux Ukrainiennes, essentiellement d'ailleurs, et leurs enfants, de s'installer où elles voulaient en Europe. Donc cette liberté de circulation qui est très spécifique, qui fait qu'en fait ils ne sont pas sous le statut de réfugiés standard, c'est un truc un petit peu spécifique. On s'attendait, et donc là ça vient noyer ce préjugé sur la France est hyper attractive. Les réfugiés ukrainiens n'ont pas choisi la France. Enfin, je veux dire, quand on regarde les chiffres, c'est très 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 faible. Et l'explication, c'est
Un, parce que notre modèle n'est pas particulièrement attractif aux yeux de ces personnes-là. Et deux, parce qu'en fait, la plupart des gens, ce qu'ils souhaitent, c'est rester près de chez eux. Et donc, en fait, c'est normal qu'ils soient allés en Pologne, qu'ils soient allés en Allemagne et qu'ils soient allés à côté de chez eux. Ça n'a rien d'absurde. Et ça, c'est vrai dans la plupart des situations de conflit, si on reste vraiment sur la situation des conflits. Oui, vous parliez de politique publique. Je voulais savoir si dans ces politiques, vous intégriez les programmes scolaires. Parce qu'en effet, depuis 10 ans, en programme de géographie au collège, nous enseignons les mouvements migratoires avec une démarche factuelle, scientifique. Une opinion n'est pas un fait. Les programmes changent en 2026 et ce chapitre est toujours au programme. Merci. Alors, je ne sais pas pourquoi il me regarde moi, parce que je n'ai pas de réponse à votre question. Malheureusement, ça fait longtemps que je ne suis plus allé à l'école. Et donc, les changements, vous pensez qu'il pourrait y avoir des changements? Je ne sais pas quel est le sens vraiment de votre question, je ne suis pas sûr d'avoir compris. J'ai bien entendu, donc voilà, donc il y a maintenant traité au chapitre du programme scolaire les questions migratoires, ce que je trouve extraordinaire et de très bon augure. Et vous pensez que ça va changer ou ça va changer? Excusez-moi, Est-ce que ça incluait les politiques d'éducation? Non, je pense, pour ma part, non. Hein, quand on parle, en fait, nous, quand on parle de politique publique liée à l'immigration, on ne parle pas tellement de politiques qui pourraient informer le public, etc. On parle vraiment des politiques qui vont être à destination des immigrés eux-mêmes, c'est-à-dire toutes les politiques qui vont encadrer l'arrivée sur le territoire, le séjour, l'intégration, éventuellement le départ. Donc quand on parle de politique publique, ça peut être des politiques de naturalisation, de régularisation, etc. Évidemment, pour ma part en tout cas, je ne parlais pas de politique d'éducation, mais je trouve extrêmement intéressant, et je n'étais pas au courant, je trouve extrêmement intéressant que l'éducation nationale se soit emparée de ce sujet contemporain et que ce soit au programme des élèves. Oui, bonjour. Monsieur Valette, vous avez parlé souvent de vagues migratoires liées à des besoins économiques. Alors on entend beaucoup parler de baisse de natalité, du taux de natalité en France, en Europe, etc. Quelles conséquences vis-à-vis de l'immigration est mise en perspective? Je me permets de prendre le micro, même si Jérôme continuera. Mais moi, je me suis penchée sur le cas espagnol récemment, qui est un cas intéressant pour plusieurs raisons. Mais la première, c'est que l'Espagne assume totalement vouloir de l'immigration, et c'est le seul pays en Europe qui le dit comme ça, franchement. Pourquoi? Parce que, justement, comme vous l'avez dit là à l'instant, démographiquement, en Espagne, s'il n'y a pas d'immigration, il n'y a plus d'Espagnols, c'est la catastrophe. S'il n'y a pas d'immigration, il y a aussi d'autres problématiques de travail. Alors, il y a plein de critiques à adresser, évidemment aussi, parce que les immigrés en Espagne occupent des emplois aussi assez précaires, mais c'est hyper intéressant parce que le gouvernement espagnol a pris ça en compte et a dit, nous, si on veut être un pays prospère, étant donné nos données actuelles démographiques qui sont pires que la France, et notre état des lieux de notre besoin de marché de travail, si on n'intègre pas des immigrés, eh bien, on s'effondre. Et c'est le seul pays européen dont le PIB, le produit intérieur brut, augmente d'ailleurs. Et c'est le seul pays européen dont les gouvernants ont un discours positif envers les immigrés en disant il en faut, c'est grâce à eux que notre pays prospère. Donc voilà, je voulais juste appeler cet exemple espagnol parce qu'il me semble assez intéressant sur le terrain de la natalité, justement. Et pour revenir sur la question de la démographie, je crois que là, il faut écouter les démographes, ce qu'ils nous disent. Donc effectivement, la démographie, il y a un avantage, c'est que c'est un des trucs qu'on sait le mieux prédire. Il y a Pierre Dac, vous connaissez probablement pas, mais qui disait les prévisions sont d'autant plus dures qu'elles concernent le futur. Et donc ça, en économie, c'est très vrai. On est très, très, très mauvais pour prédire le futur. Par contre, la démographie, c'est quelque chose d'assez simple. Vous comptez le nombre d'enfants par femme, vous comptez le nombre de morts. Vous êtes capable de prédire à 20, 30, 40 ans de quelle taille sera votre population. Maintenant, je trouve assez dangereux, et les démographes le trouvent aussi, de proposer l'immigration comme une réponse à la baisse de la natalité, etc. Après tout, si les gens veulent faire moins d'enfants, ils ont tout à fait le droit. D'accord ? Et donc la démographie, c'est quelque chose qui est très personnel, qui touche à l'être humain, qui touche à des choix individuels. Et donc, pourquoi pas ? Donc les gens vivent beaucoup plus vieux. Jusqu'à présent, ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. On trouve rarement des gens qui viennent nous expliquer que ce n'est pas une bonne nouvelle. On vit plus vieux, plus longtemps et en bonne santé. Les femmes, en moyenne, veulent moins d'enfants.
pourquoi pas, je veux dire, c'est des choix personnels. Dans la démographie, voilà. Et donc oui, on va avoir des besoins démographiques, et notamment parce qu'en France, on a un système de protection sociale qui est basé sur la répartition et donc qui suppose une solidarité intergénérationnelle. Et donc par définition, si on a un déficit de génération jeune pour financer les retraites qui coûtent très cher en France, on va avoir un problème. Mais présenter l'immigration comme une solution à la démographie, je trouve ça un peu dangereux. C'est une des solutions. L'immigration peut aider à la démographie, mais c'est pas, le problème démographique n'est pas un problème directement lié à celui de l'immigration. En fait, moi, j'aimerais poser une question. On va prendre une dernière question pour conclure. J'aimerais poser une question parce que ce sujet un peu de ce que vous en parlez. Et moi, j'aimerais poser une question. Là, vous nous avez parlé un peu des motifs migratoires, par exemple, que ce soit les refuges. S'il vous plaît, on n'entend pas votre camarade, si vous pouvez baisser d'un ton. Là, vous nous avez parlé des motifs de migration, de l'histoire, peut-être les réfugiés, les décisions et peut-être... En fait, il y a d'autres aspects qui sont peut-être l'aspect mental un peu, qui poussent certaines personnes à quitter les territoires pour une vie meilleure, on va dire. Est-ce que l'intégration, ma question est la suivante, lorsqu'une personne se déplace et arrive dans un territoire nouvel et tout, est-ce que son intégration, elle doit être autonome ou elle doit être accompagnée d'une autre personne qui est déjà là? Alors ça, c'est pas le cas, on va dire, mais c'est une bonne question dans le sens où c'est des suggestions qui existent de faire des systèmes de parrainage, par exemple, mais qui sont pas forcément existants en France pour faire en sorte qu'il y ait une bonne, comme vous l'avez dit, intégration. Je crois que vous avez mentionné aussi les problématiques de santé mentale, et ça, surtout dans les parcours d'exil, comme en fait Benjamin et moi, on travaille en tant que juge de l'asile aussi. Et on voit quand même que quasiment, une grande partie des personnes qui vont demander l'asile ont subi des traumatismes très graves, effectivement, et que la prise en charge de la santé mentale, elle est cruciale aujourd'hui. Mais ça, c'est vrai pour les personnes qui s'exilent et c'est vrai de façon transversale. Je pense qu'on a un sujet de santé mentale qui émerge, on en parle pour les nationaux, pour les étudiants, les étudiantes, pour tout le monde. On en parle un peu moins pour les étrangers, les étrangères. Et c'est, en tout cas, certains politiques ont cette idée de se dire pourquoi pas parrainer. Mais malheureusement, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. J'aimerais rajouter un dernier point. Merci pour votre question sur ce sujet-là. Donc, la santé mentale, c'est un sujet qui concerne bien sûr tout le monde, sans discrimination de parcours. Et donc, c'est un sujet à prendre très au sérieux. Sur les questions d'accompagnement, sur la deuxième partie de votre question, en France, lorsqu'on accompagne des étrangers, on a un véritable système de délégation de services publics. C'est-à-dire que l'État délègue une partie de son service public aux associations. Et donc là, il y a un point qui est aussi fondamental dans la mise en place de l'intégration et de l'accueil, c'est qu'il faut bien avoir conscience que, alors même que quand se resserre la politique migratoire et qu'on a une certaine tentation xénophobe dans certains discours politiques, on a tendance à avoir du bashing envers les associations qui accompagnent les étrangers. Il faut rappeler que notre système est fondé en grande partie sur cette délégation de services publics. Et donc ça, c'est important de le dire, c'est-à-dire que les associations qui font cet accompagnement, eh bien, c'est notre choix à nous de système de fonctionnement que de faire en sorte que plutôt que d'avoir des services publics, nous finançons des associations. Et donc c'est un système, c'est un modèle qu'on doit continuer à penser, à faire évoluer et dans lequel on doit intégrer ces questions de santé mentale et pourquoi pas avoir un système plus personnalisé avec un système de parrainage qu'on peut essayer de penser. Moi, ce que je voudrais juste dire pour conclure peut-être, c'est sur cette notion d'intégration qui est tant voulue et tellement rabâchée sans cesse dans la bouche des politiciens aujourd'hui en France. On attend que les étrangers aujourd'hui en France s'intègrent. C'est quand même aux autorités françaises de faciliter aussi cette intégration. On ne peut pas attendre des étrangers qu'ils et elles s'intègrent dans notre pays tout en leur mettant des bâtons dans les roues pour que justement ils et elles puissent s'intégrer. Quand on a des personnes qui sont aujourd'hui en France, peut-être sans papier, qui ont toutes les raisons d'être régularisées et qu'on les empêche d'être régularisées, ou que ces personnes déposent un dossier et qu'il est rejeté avec une OQTF alors que tous les documents étaient là pour que la régularisation se fasse, quand on a des personnes qui ont un titre de séjour et qui, alors qu'elles essayent de le renouveler, c'est ce que tu disais tout à l'heure, basculent dans l'irrégularité du simple fait du dysfonctionnement de l'État français, parce que la préfecture ne va pas répondre dans les temps, que le titre de séjour va expirer et que le nouveau titre de séjour n'est pas délivré dans les temps.
ces personnes deviennent sans-papiers, c'est ça la fabrique des sans-papiers aujourd'hui, eh bien, c'est pas normal, c'est pas entendable. Voilà. Et donc, l'intégration, elle passe aussi par là. Moi, ce que je constate dans la bouche de toutes les personnes que je rencontre au quotidien, c'est qu'elles se sentent déjà insérées, si je puis dire, sur le plan social, sur le plan professionnel en France. Elles vivent, elles mènent une vie tranquille, elles travaillent, elles ont des enfants scolarisés qu'elles emmènent à l'école. La seule chose qui leur manque, c'est ce petit bout de papier qui va leur permettre de vivre sereinement, de se rendre sur leur lieu de travail sans avoir peur d'être contrôlés par la police. Et c'est parfois aussi des personnes qui viennent de pays anciennement colonisés par la France et qui ont un lien avec la France. Qu'elles le veuillent ou non, la colonisation, on ne peut pas faire comme si elle n'avait pas existé. Et donc elles se sentent aussi parfois déjà françaises sans même avoir les papiers français. Et donc voilà, je pense que l'État aujourd'hui a un rôle à jouer là-dedans et qu'il est dans le mauvais rôle pour l'instant, mais il peut encore changer le tir. Ouais, je voudrais juste compléter sur quelque chose. Non, je voudrais vous laisser sur une réflexion par rapport à ce que ma collègue a dit, une dernière réflexion, et je vous laisserai réfléchir là-dessus en partant. Moi, je travaille dans les services du Premier ministre. J'ai oublié de le dire, mais quand on parle normalement à une tribune, c'est bien de dire d'où on parle. Lorsque vous parlez avec des politiques, donc des gens qui sont en charge de la politique migratoire en France notamment, et à des hauts niveaux, il y a effectivement cette obsession de l'intégration. Ça, c'est une évidence. Et l'intégration, elle est toujours mesurée, c'est ce que j'ai fait au début de mon intervention tout à l'heure, par un écart des immigrés par rapport aux natifs. C'est-à-dire, est-ce que les immigrés ont rattrapé les taux d'emploi? Est-ce qu'ils ont rattrapé les niveaux d'éducation, etc. Et une question à laquelle je pose tout le temps aux politiques que je rencontre, c'est donc très bien, allons vers l'intégration, mais qu'est-ce qui se passe lorsqu'un immigré dépasse le niveau d'emploi à un meilleur niveau d'éducation ou un meilleur niveau de langue qu'un natif? Est-ce que ça veut dire que les natifs ne sont pas intégrés? Donc ça, c'est une bonne question à se poser. Merci beaucoup. Merci à nos intervenants, merci à vous et merci au festival. On espère que vous repartirez avec des éléments pour avoir un regard critique sur ces débats. Bonne journée et bon week-end.